bonjour à toutes et tous, bienvenue au Festival Travelling. Bon, c'est la petite phrase rituelle parce que je sais que vous êtes déjà présents sur le festival depuis le début. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Sylvie Piala et Franck Loli pour cette table ronde, ce séminaire en partenariat avec Film en Bretagne sur la relation auteur, producteur, productrice, sur ce mystère de la relation, cette alchimie qui fait qu'un film est bon ou pas bon. Et puis je vous rappelle simplement que ce soir, on a le plaisir de vous présenter en avant-première Une mer incroyable de Franck Loli, son dernier long-métrage, qui sort mercredi dans les bonnes salles en France. Et on vous espère tout à l'heure au TNB à cette projection. Il y aura également une rencontre à l'issue de celle-ci. Voilà, et puis le festival continue. Demain, pour les amateurs, on a également d'autres rencontres, et puis on terminera ce cycle d'avant-première avec le dernier long-métrage de César Diaz qui a obtenu la Caméra d'Or à Cannes, qui était lui aussi à la semaine de la critique, qui s'intitule Nuestras Madres. Voilà. Eh bien, je passe la parole à Franck Vial, directeur de Film en Bretagne. Sinon vous souhaitez la bienvenue aussi. Et puis je vais faire un truc avant que ce soit Franck qui jeune. C'est ceux qui sont. Oui, ce serait bien d'avancer. N'ayez pas peur. C'est beaucoup plus sympathique. Les gens sont prêts, en fait. C'est plus convivial. Personne ne descend. Ils ont avancé de 1 rang. Non. Oui. Voilà, ce séminaire, juste pour préciser dans le cadre de notre programmation Film en Bretagne autour de la transmission de savoir, la relation auteur-producteur, autrice-productrice, et ainsi de suite, parce qu'on peut le congeler après dans tous les sens. C'est une chose, un grand mystère, comme disait Fabrice, qui nous occupe beaucoup, puisque nous sommes notamment pilote également d'un dispositif d'émergence qui s'appelle Espran, et dont nous allons vous présenter les films vendredi soir. Et dans ce cadre-là, c'est un sujet sur lequel on a un peu travaillé. Donc voilà. Bon séminaire. Et vous pourrez dire à ceux qui ne sont pas là qu'ils pourront découvrir le séminaire en ligne dans quelques jours. Voilà. Merci, bonjour à tous et merci de votre présence. J'ai peu de choses à ajouter après ce qui a été dit, si ce n'est nous réjouir au titre de la revue Réplique, c'est-à-dire Mathieu Palon et moi-même, Nicolas Delmain, un partenariat qui existe à la fois avec Film en Bretagne, c'est la 2e année. L'année dernière, nous étions avec Michael Hearst pour parler de mise en scène. Cette année, il va être plutôt question de production, et nous réjouir également du partenariat avec le Festival Travelling qui date, celui-ci, d'environ 5 ans. Nous avons un petit temps pour discuter, environ 1h30 je pense. On va discuter dans un premier temps entre nous, et puis dans un second temps, bien évidemment, la parole sera à vous. C'est un peu la règle du jeu aujourd'hui. Donc si vous avez des remarques à faire, des questions, des interrogations particulières, n'hésitez pas à demander le micro, il vous sera apporté et la parole sera à vous. Alors peut-être que cette discussion, cette masterclass, avec Sylvie Piala et Franck Loli, va prendre une tournure un petit peu inhabituelle, je ne sais pas, Franck, c'est vous qui déciderez, parce qu'on a eu l'occasion pendant le déjeuner, de commencer à inventer un scénario. Assez solide, me semble-t-il. Est-ce que ça suivra en termes de production? Ça, c'est une autre. Ce sera la question. Histoire. Mais voilà, peut-être que ça pourrait prendre une tournure inattendue. Donc, déterminer le mystère de la relation entre auteur, producteur, productrice, je ne sais pas si nous y parviendrons, mais en tout cas, nous allons essayer, et ce, avec la vôtre. Nous vous remercions de votre présence, mais également avec la vôtre. Et donc oui, merci à vous deux d'être là pour peut-être resituer, pour peut-être ceux qui dans la salle ne connaîtraient pas l'un ou l'autre. On va commencer par vous, Sylvie Piala, qui donc commençait à travailler sur les plateaux de tournage dans les années 80, au début des années 80, avant de devenir régisseuse sur À nos amours de Maurice Piala. Et avec lui, vous entamez une relation de travail assez... Comment ? Oui, voilà, aussi, soyons clairs, mais qui ne se limite pas qu'à ça, puisque vous travaillez également ensemble, notamment sur... Malheureusement. On va s'amuser, je pense.
Donc, notamment sur les scénarios de Police ou Celui de Satan, ou à la production sur son dernier film Le Garçu, et puis quelques années plus tard, au milieu des années 2000 plutôt, vous créez votre société de production, les films du Vorseau, que vous dirigez toujours, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Et vous commencez donc sur les premiers réalisateurs que vous suivez, il y a notamment Patrick Grandperret ou Sébastien Baët-Bédé, pour les citer. Depuis, vous avez produit 3 films de Alain Guéraudy, vous avez produit aussi des films de Guillaume Niclou, de Cornélio Pomboyou, de Cédric Kahn ou Joachim Lafosse, voilà, pour citer un certain nombre de réalisateurs français, mais pas que, à l'image de Pomboyou ou de Franco Loli qui est avec nous, qui est donc colombien, né en Colombie, dans les années 80, jusque-là pas d'erreur. Pas de souci. Et vous êtes venu en France pour faire des études, notamment à Montpellier, je crois, ensuite à Paris 3, et puis la FEMIS dans la section réalisation, où vous réalisez vos 2 premiers courts-métrages de Lionceau et Comme tout le monde. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis un premier... La FEMIS, ça se trompe. Oui. Ils se sont trompés quand on nous a présenté là-bas. Ouais, on est un peu plus sérieux qu'à la FEMIS ici, c'est peut-être pour ça aussi. Et le premier court-métrage hors Fémis, qui s'appelle Rodri, qui était d'ailleurs produit par Sylvie Piala avec... Non. Non. Ah non. Alors, il est produit Ah. au sein des films du Warsaw, mais par les jeunes gens en charge des courts-métrages, D'accord. et c'est-à-dire Christophe Barral et Toufik Ayadi. Donc aujourd'hui, là, ça ne dit rien, mais en fait, c'est les producteurs Oui. des Misérables, donc ça dit mieux déjà. Qui ont maintenant leur Mais propre voilà, société. qui était au sein de la société. Et j'avoue que moi, j'ai découvert qu'on produisait Rodri quand on m'a demandé de venir voir un premier montage dans une salle de montage. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est après coup que Non, la je veux dire, je relation ne l'ai est pas née. produit. Ouais, ça s'appelle comme ça, en fait. C'est Mhm. Christophe et Toufik qui l'ont produit. Voilà. Et après Rodri, un premier long métrage que vous n'avez pas produit cette fois-ci, sauf Ni eux, erreur. ni eux. Ni moi, ni eux. Voilà, puisque c'était la société Gecko Film et puis votre propre société, puisque vous êtes à la fois producteur également de vos propres films par la société Evidencia. Le film, alors pardonnez mon espagnol assez médiocre, qui s'appelle Rente de Bien, c'est bien ça ? Sorti en 2014, présenté à la Semaine de la Critique, puis Semaine de la Critique toujours l'an dernier, avec l'Elegante, une mère incroyable, qui avait fait l'ouverture de la Semaine de la Critique, qui avait été plutôt bien accueilli là-bas et qui est donc coproduit à la fois donc par les films du Vorseau, Srab Film, donc on retrouve à la fois Barrel et Ayadi, et puis Evidencia toujours. Pas d'erreur, pas de souci. Ça va. Donc on démarre sur des bonnes bases. C'est ça l'histoire. Nicolas, je te laisse poser la première question. On s'est rencontrés en salle de montage. En salle de montage parce que Sylvie était donc au sein, elle a expliqué, film du Warsaw. Christophe et Toufik s'occupaient des courts-métrages. Ça faisait peut-être 6 semaines ou 7 semaines qu'on montait un court-métrage de 23 minutes. Donc c'est longtemps pour un court-métrage. Je crois qu'ils commençaient à s'inquiéter. Et du coup, ils se sont dit, on va appeler Sylvie. Parce que Sylvie, elle va le stresser, Franco. Moi, je pense que c'est ça. J'étais pas là, mais je pense qu'il y a un truc de ça qui s'est passé. En effet, ça a fait ça chez moi. Ça m'a fait flipper. Parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Sylvie, sans la connaître. Genre, je l'avais croisée au bureau et tout ça, mais on ne se connaissait pas. Et du coup, la veille de lui montrer le film, j'ai fait plein de changements dans le film qui sont en fait devenus le film. C'est des changements qui avaient l'air comme ça un peu con, rapidement, qu'on a fait genre ça on peut pas montrer comme ça à Sylvie. Je me souviens, je parlais au monteur, qui est toujours mon monteur d'ailleurs, Nicolas Desmaisons, et je lui disais là il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Finalement on arrive à quelque chose, bon avec ça on peut montrer quand même, et on se rencontre en salle de montage, voilà. Et elle arrive, elle voit le film et elle trouve ça super parce que c'était super. J'ai une puissance dingue, c'est qu'en fait, du coup, j'aimais beaucoup le film, tout de suite, en fait. Je ne dis pas que j'ai rien dit sur le montage, mais très peu de choses, alors que Toufik et Christophe avaient l'air de dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc c'était très drôle, parce que, du coup, comme il avait tout changé, il y avait beaucoup moins de choses à dire, évidemment. Et donc, je pense que leur opération, effectivement, a fonctionné, sauf que moi, je n'étais pas au courant de cette opération dans ce sens-là. Je ne pouvais pas imaginer que
que j'avais un tel impact, même sans rien dire, quoi, en fait. Mais L'invitation vous précédez. mais sur celui-là, ça a été un peu pareil. La veille de la première fois de le voir, ils sont couchés. Enfin, c'est à peine si on pouvait voir le film, en fait, parce que on n'était pas sûr de pouvoir faire l'export pour le film, pour le voir dans une salle, en fait. Littéralement, on est passé. Ça, c'est assez génial. Hein. On devait montrer le film. Moi, je travaille. En fait, je travaille pendant plusieurs semaines au montage, et puis tout se fait en une journée. Mais ce qui est pas si illogique que ça, hein, au fond. Je sais que ça a l'air illogique, mais c'est pas illogique. Et là, on était à un film de 2h30, on avait fait un premier montage, premier ours, je sais pas quoi, 2h30, et on montrait, je crois, 1 jour et demi plus tard. Et en fait, moi, et on devait envoyer à Cannes peut-être 3 semaines plus tard. Et du coup, moi, je me suis dit, je peux pas montrer ça, c'est pas possible. Du coup, ça oblige à faire des choix. Ça oblige à faire des choix très vite. Et moi, sur une journée et demie, on a fait, même sur une journée, parce que l'autre demi-journée, on était trop fatigués et du coup, on ne pouvait rien faire. Sur une journée, on a coupé 1 heure de film et on a montré un film d'1h40. Et ce film a été retravaillé encore pendant 5-6 semaines, je ne sais pas combien exactement, mais au fond, c'est déjà le même film. En fait, c'est déjà le même film. C'est le moment où on trouve ou on ne trouve pas le film. Et ça, c'est souvent avant les projections avec Sylvie, en tout cas sur ces 2 histoires. Il se trouve que là, il y avait Sylvie, il y avait aussi Christophe, Toufik, mais en tout cas, il y avait l'idée de je ne peux pas montrer ça en l'état. Et ça sert à ça. Moi j'en parle parce que je parlais tout à l'heure de mon meilleur ami, et je lui disais, à quoi ça sert d'avoir Sylvie Piala comme productrice, en fait. Et la vérité, c'est que le vrai truc à quoi ça sert, c'est à ça. C'est avoir un peu peur de son regard. Le reste, on peut le trouver avec d'autres gens. Tout le monde peut trouver de l'argent. Tout le monde peut. Ça, c'est pas. Mais en fait, moi, je respecte très peu de regard. Le regard de. Parce que je suis peut-être très arrogant ou peut-être que je suis très intelligent. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de respect pour beaucoup de regards. Et en fait, un producteur, il faut qu'il ait un regard qu'on respecte. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Le reste, sincèrement, c'est juste du travail financier. Et moi, du coup, c'est à cet endroit-là où je suis très reconnaissant, et je le serai toute la vie, avec Sylvie, parce que Ma vie, c'est beaucoup plus court déjà. Peut-être toute la mienne, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ça, ça sert à ça. Ça sert à ça. Voilà. Et cette peur du regard, elle est donc saine et stimulante dans le travail de réalisation, de montage? Pour moi, oui. C'est pas que des beaux moments. Hein. Mais oui, oui. Il y a des angoisses forcément, mais l'angoisse, elle vient avec le... Je sais pas, c'est comme des histoires d'amour. La relation producteur-réalisateur, moi, je vois vraiment ça comme des histoires d'amour. Et en fait, à un moment donné, quand on sent plus rien avant de se retrouver ensemble, il faut plus être ensemble. Il faut qu'on sente encore quelque chose. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. Là, après, je laisse Sylvie parler. Elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Oui, c'est intéressant de voir la relation entre réalisateur et producteur comme une histoire d'amour, puisque pour vous, Sylvie, qui a su... Il y a de l'adultère non-stop, il faut faire Comment attention. Il y a de l'adultère tout le temps. Oui, parce que vous avez suivi, vous avez une certaine fidélité à certains réalisateurs, comme je le disais tout à l'heure. C'est les réalisateurs qui sont fidèles, c'est pas jamais le producteur. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Nous, on est souvent cocus. Voilà. Mais par contre, arriver à faire qu'un metteur en scène pense, même s'il le sait, qu'il n'y a que lui, c'est très important. Vous ne pouvez pas... et parfois, surtout... on ne se rend pas forcément compte. C'est pas qu'il ne faut pas parler du reste, mais c'est que le temps qu'on donne n'est que pour lui. Enfin, je veux dire, c'est un temps et surtout et du coup une liberté de cerveau voilà. Et le grand travail, c'est-à-dire que là on parle du montage, mais sur ce film-là, il y a eu pas mal de travail en amont sur le script, surtout. Enfin, je veux dire surtout. Effectivement, comme on a eu le droit à la version déjà corrigé, tandis qu'au script, non. On n'a pas eu la révélation du script qui devient formidable juste parce qu'on va le lire, quoi. Non, ça, non, on l'a pas eu du tout, même. Non, mais je veux dire moi, je voulais faire ça. Oui. J'ai pas réussi. Je voulais arriver avec un script et que tout le monde fasse. C'est super. Ouais. Et donc voilà, donc il y a eu. Ça, j'ai pas réussi. Il y a eu un travail Peut-être comme ça qui a été un petit peu aussi. Mais en fait, c'est pas sain de faire ça. Moi, c'est de l'ego de faire ça, de montrer
En fait, en réalité, ce qu'il faudrait, c'est montrer quelque chose qui ne va pas Oui. et travailler ensemble. Et en fait, c'est la peur qui fait qu'on se dit, bah non, je vais montrer quelque chose qui est déjà bien. Et ça... Bah, Ça viendra. Ça Ça viendra. ça n'a aucun sens. Non, mais Non, si mais ça c'est arrive vrai. et que c'est déjà bien et qu'après, on le rend meilleur, c'est super. Mais il faut aussi pouvoir travailler de façon où tu peux montrer quelque chose qui ne va pas. Et ensemble, vous faites en sorte que ça aille. Prenons le cas particulier de votre film que je pourrais voir ce soir. Donc, est-ce que votre présence, Sylvie, elle est permanente? Ou est-ce qu'il y a des phases où vous lâchez un petit peu du lest, ou bien au contraire le réalisateur, en l'occurrence Franco, demande un petit peu à avoir du lest, ou est-ce qu'il y a vraiment une continuité et quelque chose d'homogène dans votre présence sur toute la fabrication du film? Moi, je dirais que je suis à disposition. Alors après, chacun utilise ce qu'il veut. En général, je suis absolument pas sur les tournages, sauf pour voilà, là en plus c'est compliqué, c'est quand même un film où l'argent doit être dans le film. Donc si vous voulez un billet Paris Bogota plus l'hôtel plus, enfin on est déjà en train de croquer le budget, mais en dehors de ça, même quand il n'y a pas trop de trajet ou quoi, mais sinon normalement je suis là au début, je suis là à la fin, je suis là quand il y a un gros problème, mais sinon je ne suis pas sur le tournage, sauf si il y en a très peu dans les metteurs en scène que je produis, mais il y en a un ou deux quand même, ils sont contents que je sois là, alors je suis là. Mais voilà, je ne sers à rien. Hein. Mais si ça lui fait quelque chose à lui, je sers forcément à quelque chose. Je suis pas là, tourne-moi un plan coco, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Il faut savoir qu'un producteur ne sert à rien sur un tournage. Ben oui. Mais à part à Rassuré, oui. mais Non, à être là, en rassurer ou à fait, emmener une oui. énergie. Oui, c'est ça. Mais concrètement, à rien. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Ben, plein de producteurs qui ne le savent pas non plus. Mais bon. Non, mais il y a des producteurs qui sont actifs sur des tournages. C'est vrai? Bah oui, qui Mais qui disent font quoi? bah, qui font, fais-moi un plan. Non, mais oui, mais si, il y ça, en a. c'est pas. Il y en a. Ils sont interventionnistes. Il y en a quand même. Oui, mais Bref, c'est- non, mais ils sont là. Enfin, je veux dire, ils sont. Bon, je sais qu'il y a plein de producteurs, tu peux pas les avoir au téléphone parce qu'ils sont sur un tournage. Quoi. Non, moi, c'est vraiment le moment où je me repose. Hein, je veux dire, c'est. c'est le moment où tu peux être au Ouais, téléphone. moi, je peux être au téléphone, ouais, mais ailleurs, quoi. Mais sinon, c'est vrai que je peux comprendre qu'on ait besoin de la présence, un petit coup d'œil, un truc, Non, un mais machin. c'est se Et sentir que, accompagné voilà. et aimé. Mais oui, c'est ça, voilà. Et puis qu'on n'est pas en train d'oublier qui tourne. Et puis pour l'équipe, moi, je sais qu'au tout début, enfin, sur les tournages de Maurice, j'étais tout le temps là, mais j'avais quelque chose à faire. Parce que quand on n'a rien à faire sur un tournage, c'est-à-dire producteur, c'est un chiant. Enfin, je veux dire, vous savez pas où vous mettre, ça va jamais. Alors, entre les gros lèche-culs qui vous mettent, qui vous parlent, alors que et puis ceux qui n'ont pas compris que vous étiez producteur et qui du coup vous parlent pas et vous êtes maltraité. Enfin, je veux dire, moi je sais que par exemple je déteste le combo. Si je pouvais, il y aurait pas de combo sur mes films. Mais alors il y a tout, il y a la maquilleuse, il y a la Si coiffeuse, tu il y a étais venu machin. sur mon film, il n'y en avait pas. Ouais, ben voilà, et donc. Pourquoi? Parce que je trouve qu'un metteur en scène, il doit être à côté de ta caméra et je pense que c'est le premier spectateur de son film et que au combo, on n'est pas spectateur de son film, on est spectateur d'un écran. Enfin, je veux dire, je pense que après, je pense qu'il y a des comédiens que ça terrorise d'avoir un metteur en scène aussi proche, aussi près, mais c'est extraordinaire d'être à côté de la caméra et d'entendre les comédiens. Mais je déteste le casque aussi, par exemple. Je supporte pas non plus. Mais bon, ça après, c'est moi. Mais moi, je tente pas. Donc, ça tombe bien. Non, alors, certainement pas. Certainement pas. Non, moi, je pense franchement que c'est la première question qu'il faut se poser. C'est si vous avez envie de faire des films, faites-les. Mais je veux dire, le metteur en scène n'est pas le bras armé de votre désir de cinéma. Certainement pas. Surtout pas. Enfin, je veux dire, de désir de cinéma, si, mais pas de désir de cinéma à sa place, non. C'est marrant parce que j'ai donné enfin pas un cours, mais j'ai vu les producteurs de la Fémis deuxième année l'année dernière, non cette année, et on m'avait envoyé avant tout un truc pour que je leur fournisse plein de documents, les plans de financement de mes 2 derniers films qui n'étaient pas sortis, tout ça. Je dis mais vous vous sentez bien, je veux dire, qu'est-ce que je vais aller donner des plans de financement de films pas sortis en plus. Je dis non, moi je viens sans rien et puis je leur poserai des questions, puis on verra. Bon, parce que on fait allégeance aux élèves de la Fémis. Hein. Et donc, je suis arrivée, donc la première question, qui était quand même la question essentielle, je me demandais pourquoi ils avaient envie de faire de la production. Parce que je pense que n'importe qui peut dire, j'ai envie de faire un film, on comprend mais alors, le fantasme de faire de la production, j'étais donc très curieuse.
Donc c'est la question, ils sont 6, hein, faut pas oublier, hein, c'est tous les élèves de la Fémis d'une année, c'est 6 personnes. Hein. Et donc, et un par un, je leur demande ça. Mais alors, celle qui est en dernier, je peux dire qu'elle elle attendait vraiment de se dire ce que j'allais demander, tout ça, enfin, qu'est-ce qu'elle allait répondre. Bon, alors ils répondent des trucs pas... ouais, bon. Et puis après, je leur dis, et alors, lesquels d'entre vous veulent faire des films? Tous. Alors c'était très drôle, alors je leur dis, bah, ça vous paraît pas bizarre? Donc je dis, vous voulez vous produire en fait? Ah ben non, pas seulement, on veut produire d'autres gens. Ah, je dis non, mais là, vous pouvez pas faire des films et décider que vous allez produire d'autres gens. Je dis, c'est voué totalement à l'échec. On peut donner X personnes qui ont voilà, essayé de produire. Donc c'est assez amusant Non, non, donc ça, il faut régler avant, pour moi. Hein. Et après, je trouve très courageux un producteur qui, après, décide de faire un film, lui, etc. Mais je pense qu'une fois qu'on a... Comme les scénaristes qui tournent... ou les chefs-op qui vont tourner, tout ça. Une fois qu'on a goûté, on peut plus, que ça se passe bien ou mal, hein, on peut plus faire l'autre métier qu'on faisait avant. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement, qu'il faut tellement avoir dans le ventre et tout ça. C'est juste pour faire un petit essai. Je trouve que ceux qui s'en sortent toujours le moins mal, c'est les acteurs, en fait. Parce que les acteurs, il y a beaucoup de choses qui leur passent à travers le corps pendant un tournage. Alors que bizarrement, les techniciens, les scénaristes, il ne leur passe pas grand-chose qui leur permet de franchir le truc. Mais puisque vous parlez de la Fémis, justement, on en parlait il y a quelques jours avec Nicolas pour revenir sur une constatation qu'on avait déjà eue il y a quelques temps, que finalement, sur les 10-15 dernières années, il y a assez peu finalement d'anciens élèves de la section réalisation. Franck Ollier en est un des rares exceptions à avoir finalement réussi à s'imposer dans le milieu du cinéma et avoir fait un certain nombre de films. Alors qu'au contraire, on a vu tout un tas de personnes de la section production, notamment, c'est le cas par exemple de Guillaume Braque, notamment, qui eux ont fait des films et le font même très bien. Voilà, la section scénario. Oui, mais c'est parce que c'est comment rentrer à la Fémis. Alors, comme ils savent que la réalisation c'est bouché, ils vont n'importe où, mais ils savent déjà qu'ils ont envie de tourner. Ou en fait, au cas, ça leur prend, et du coup, c'est viscéral après. Mais moi, j'ai pas de problème à ce qu'on change Non, mais comment vous expliquez justement le fait que non, finalement... Ce que je comprends, c'est des gens qui me disent qu'ils veulent vraiment produire, et qui pensent qu'ils vont faire des films. Alors, donc, on se dit, bah, pourquoi pas, il y a eu beaucoup d'auteurs qui se sont produits. Je veux dire, mais du coup, vous pensez pas que vous allez aussi produire les potes, les machins, les trucs. Enfin, je veux dire, c'est un truc particulier. Mais c'est pas le. On peut très bien commencer une école en voulant faire. Mais la Fémis, c'est bien connu que c'est bouché en réalisation, donc on trouve. Et puis que quand on sort, quand on sait écrire et quand on écrit, ben on arrive plus facilement à tourner que quand on n'écrit pas. Donc du coup, comme maintenant on s'en fout un peu, on leur dit bah puisque tu as écrit ça, Coco, tourne-le. Enfin, il y a aussi ça. Enfin, je veux dire, c'est donc c'est effectivement pas. Mais bon, de toute façon, moi sur le principe du réalisateur roi à la Fémis, je suis contre. Donc moi je suis pour un tronc commun à toutes les études et puis on verra bien après. Je trouve que c'est génial de pouvoir tout faire, de pouvoir aborder tout et de pas avoir des élèves au service de l'élève roi et tout ça. Et Franco, justement, vous avez réussi à rentrer dans la section reine réalisation de la Fémis. Quelle expérience vous en tirez? Comment vous l'avez vécu? Non, mais il y a un truc, c'est que souvent, c'est les étudiants étrangers qui arrivent à faire des films. Mais là, on parlait en marchant vers ici. C'est juste que moi, quand je suis rentré à la Fémis, pour moi, c'était... Je savais qu'il fallait que je profite de tout le temps. Je savais que rien n'était gagné. Et je pense qu'il y a quelque chose, malheureusement, c'est que quand on arrive à la Fémis, on nous dit, bon, c'est bon, les gars, vous êtes en réalisation, ça va bien se passer. Moi, je regarde mon année, on est que 2 à avoir fait des longs métrages. Je pense que je suis tout seul à avoir fait des bons longs métrages. Qui est l'autre? On s'en fout. Mais en tout cas, ça se trouve. Non, mais les scénaristes ont fait des films, les producteurs n'ont pas fait de films, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se... Mais c'est une question d'avoir très faim. En fait, à la fin, c'est Fémis ou pas Fémis, on s'en fout. Il faut avoir faim. Il faut avoir envie de faire ça, il faut être prêt à mourir pour faire ça. Et en fait, c'est pas tout le monde qui est prêt à mourir pour faire ça. Moi, je suis sincèrement prêt à tout. Ou presque. Non, mais c'est vrai. Et vous étiez venu en France, comme je vous disais, avant de la Fémis, vous avez fait quelques études en France, à Montpellier et Paris. Vous étiez venu en France déjà dans l'idée de faire la Fémis? Non. J'étais venu en France dans l'idée d'aller dans un autre pays. Parce que je venais d'une école française en Colombie.
J'ai fait une école française et j'avais pas envie d'être dans une éducation française. Et il se trouve que j'ai tenté l'école de la FEMIS et l'école d'une école et une école espagnole que je n'ai pas eu. J'ai eu la FEMIS et comme l'opportunité était très bonne, du coup je suis resté. Un peu à contre-cœur au début, mais aussi très heureux d'avoir cette opportunité-là. C'est vraiment une question de qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver à un but qui est plus important, qui est celui de faire des films. C'est pas la FEMIS. La FEMIS, moi je n'étais pas revenu depuis 12 ans. C'est atrocement glauque comme endroit. Mais je ne réalisais pas ça à l'époque. Je n'avais pas compris. Mais en tout cas, c'est juste une façon d'arriver quelque part. De pouvoir faire des films, de pouvoir rencontrer des gens, de rentrer dans un milieu. Parce qu'en France, il y a aussi un système qui fait que le milieu du cinéma, il est tout petit. Et pourtant, il y a 200 films qui sont par an. Et du coup, la FEMIS, en effet, si on l'utilise bien, va nous permet de rentrer dans un milieu. Et sans la FEMIS, vous auriez quand même fait des films. En tout cas, vous auriez tout fait pour. Je pense que oui, mais je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, ou si à un moment donné, je me serais découragé, et j'aurais fait autre chose, mais je ne crois pas. Me connaissant, je ne crois pas, mais on peut tomber dans une dépression et pas en sortir. Et assez régulièrement, puisque c'est aussi un peu la volonté du cursus, ceux qui sortent de réalisation peuvent se retrouver produits par ceux qui sortent de production. Vous, est-ce que vous avez noué des liens avec ceux qui sont sortis de production, par exemple, cette année-là, ou d'autres sections? Pas sur mon année, mais justement, le producteur de mon premier film est un élève producteur qui était 2 années au-dessus. Et qui avait vu mon film de fin d'études à la FEMIS et qui a dit, écoute, là, il y a un truc, j'ai envie de te produire. Moi, après, avec ce court-métrage, c'est un court-métrage que j'ai eu, qui a eu beaucoup de prix partout, qui a eu le Grand Prix à Clermont-Ferrand, et en fait, du coup, je me suis fait approcher après lui par des dizaines de producteurs. En l'occurrence, c'est comme tout le monde, c'est ça? Comme tout le monde, oui. Et des dizaines de producteurs à Paris. J'ai fait tous les rendez-vous. J'étais assez exhaustif dans mon truc. Et après, je n'arrivais pas du tout à savoir comment choisir. Et j'ai choisi un peu au feeling et sur le fait que c'était lui le premier qui était venu me chercher. Avant même que le film ait du succès. Il avait vu le film, ça lui avait plu. Et il était dans une grosse boîte aussi. Parce que ça a compté. Non, ça a compté, qui s'appelait la Zenec, qui après a fait faillite, pendant que je faisais mon film. Mais c'est pas grave, parce que je m'étais lancé avec quelqu'un. Mais je pense que le fait c'est une combinaison entre, il y a une boîte qui peut soutenir le projet, et il y a quelqu'un qui veut vraiment, à qui ça importe vraiment. On a besoin de se sentir aimé en tant que réalisateur. Comment acheter des invités? Je reviens juste les questions de la FEMIS. Je reviens un instant à ce que vous évoquiez, la manière dont vous aviez demandé aux étudiants en production, la raison pour laquelle ils étaient là. Bon, admettons que je sois un étudiant en production à la FEMIS et que vous me posiez la question. Je vous répondrai, comme probablement tous les autres, que si j'ai envie de faire de la production, c'est parce que je veux rendre les projets possibles. C'est bateau. Non, mais non, pas du tout. Moi, je m'attendais à des réponses un peu comme ça, en fait. Mais c'est pas du tout les réponses que j'ai eues, mais c'était drôle. Enfin, je veux dire, je pense que... Oui, il y a un côté aussi... il y a un côté dédié au service, accompagnant. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En sachant un peu ce que c'est quand même un metteur en scène. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vraiment des gros besoins de ce côté-là, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est, enfin, oui. Il y a un rapport, sincèrement, il y a un rapport parental. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point, mais c'est un peu comme les parents, les producteurs. Hein. Et ça peut être des gens plus jeunes que nous, ça peut être des gens plus vieux, ça peut être, ça reste des parents et on est des enfants. Quand on fait des films, on est comme un enfant et on a besoin de l'être, et sinon c'est pas bien. Et en fait, les producteurs, c'est un peu comme des parents qui disent, tu sais, ça, faut pas trop le faire. Ça, c'est bien de le faire. Va plutôt par là. Fais attention à ce mur, tu vois. Les parents. Mais sincèrement, c'est ça. Hein. Ils indiquent le chemin, ils disent ce qu'il faut faire, mais ils disent aussi ce qu'il ne faut pas faire, qui est interdit. C'est ça vraiment le travail du producteur, c'est de dire les possibles, mais aussi de fixer les impossibles. Interdit, je crois qu'il n'y a pas trop. Enfin, je veux dire, après, c'est les impossibles. Enfin, non, quand même, on a un peu tendance à essayer de faire en sorte que tout soit possible. Après, il y a beaucoup de discussions. Enfin, on ne parle pas des débiles mentaux non plus. Je veux dire, donc,
Parfois oui, parfois oui. Mais c'est long, hein, le processus du cinéma. Quand ça va très vite, c'est 2 ans. Quand ça va normal, c'est 3. 4, c'est encore normal. 5, 6, 7, ça peut être le temps d'un projet. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup de temps. Le temps le plus court, c'est le tournage. Hein. Donc, et qui est de plus en plus court, souvent. Enfin, c'est entre 6, 8 semaines, voilà. Donc, c'est très court. Mais quand sur un projet qui... en général, je vous dis, quand tout va très vite, ça prend entre 4 ans. Donc c'est un gros accompagnement. Et donc, tout cela, on en parle enfin, l'idée, c'est de parler très en amont de tout, des envies. Donc, des envies, bon, les leurs, pas les nôtres. Donc, voilà. Et après, à partir de là, c'est toujours les gens qui disent, oui, après, il faut écrire, savoir combien ça coûte. Mais enfin, non. Moi, si on me dit en une phrase ce qu'on veut faire, je sais combien ça coûte. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas en lisant un script qu'on sait combien coûte un film. Donc, grosso modo, vous savez, donc c'est là où on y va, coûte que coûte, où on essaye de voir ce qui est le plus possible pour que tout le monde soit un peu dans la certitude de faire le film. Et vous rappeliez qu'en effet, un tournage, maintenant, ça dure peu de temps, aux alentours de 6 semaines. Est-ce que justement, le travail du producteur est là aussi pour rassurer finalement le réalisateur quand il voit que le projet traîne en production? Bon, non, franchement, avant, je sais pas, moi, j'ai pas de... J'imagine qu'un réalisateur, ça peut s'inquiéter de voir le projet traîner. Enfin, un projet qui traîne, moi, c'est un projet que je fais pas. Enfin, je veux dire, je sais pas. Enfin, je veux dire, il y a un mot d'un moment. Après, en tout cas, on peut possible, imaginer hein. qu'au bout de 2 ans, le réalisateur ait très envie de tourner et qu'il y ait mais une ça, certaine il peut avoir envie de frustration à gérer. tourner. Enfin, tant que le scénario est pas là, franchement, il peut. C'est un peu le problème qu'on a eu sur ce film, non pas par rapport au film à l'arrivée, mais qu'on a été dans un temps obligatoire. Donc ça, c'est gênant, à cause de la Colombie. Parce que la Colombie, une fois que vous avez l'aide, vous êtes obligé de tourner dans un temps qui est imparti. En fait. On a financé la partie colombienne du film avant d'avoir un scénario qui tienne la route. Et ça, c'est un peu à l'envers, finalement. Un peu à l'envers. Surtout, ça gêne beaucoup pour le financement français. Et en fait, du coup, après, il faut financer la partie française, mais il faut quand même réécrire le film. Voilà, ça. Donc, et on est bloqué des 2 côtés. Et ça, c'est... Ouais. Alors que bon, quand même, malgré tout, moi, je pars pas en financement sans être contente. Moi, en tout cas. Ce qui ne veut pas dire déjà, il y a encore peut-être beaucoup de défauts. D'autres collègues ne le font pas. Oui, mais au moins moi, armé du fait que le scénario me plaît beaucoup. Enfin, que je suis, voilà, que donc je pourrais être pas, que toute personne qui le trouvera pas bien me mettra suffisamment hors de moi pour que je le défende. Tandis que souvent, des gens veulent partir avec un script où moi je vois des défauts et en général, le plus con des cons, où qu'il soit, le verra aussi. Et donc, du coup, moi, si on me dit... évidemment que je vais dire « Ah non, bon, tu trouves, pas du tout. » mais je suis beaucoup moins convaincante. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose aussi de ce ordre-là. Donc là, c'était un peu particulier. Mais souvent, oui, beaucoup de gens... surtout, personne ne relit 2 fois. Hein, donc, il n'y a pas... quelqu'un, on va l'envoyer, il va lire, il n'aime pas trop, mais il va proposer de relire, mais ça n'existe pas. L'impression du premier scénario restera toujours... même si sincèrement la personne relit, il ne se passera pas grand-chose en général. Donc voilà. Donc vraiment, oui, la période d'écriture est vraiment la période la plus, entre guillemets, longue et c'est compliqué de la mener au bout parce qu'on est très impliqué souvent, donc on lit trop de versions. Et donc il faut aussi arriver à sauter des versions, faire en sorte que ce soit d'autres gens. Donc c'était assez agréable là, de travailler avec Toufik et Christophe, surtout Christophe au scénario. On a vraiment fait pas mal de page à page, enfin de choses qui... Enfin moi je sais que j'ai poussé une grosse gueulante sur le script. C'était atroce. C'était important, c'était essentiel, mais c'était atroce. Hein. 2 jours, page à page sur le scénario. Ouais. Et moi j'avais envie de me mettre à pleurer. Je pense que je me suis mis à pleurer à un moment. Et après, ça a servi. Ça a servi, évidemment, ça a servi, parce qu'il fallait mettre un coup de pied sur le scénario. Et en fait, c'est hyper difficile, une fois qu'on a un truc qui a l'air de ressembler un peu à quelque chose, avec lequel on avait quand même trouvé 500 000 € en Colombie. Donc même si moi, je sentais que ça allait pas, j'étais là, genre, moi, je tiens quand même quelque chose. Genre, il y a des mécanismes mentaux qui se mettent en place comme ça. Et il fallait changer. Mais moi, j'avais envie de changer des petites choses. Même si je savais qu'il fallait changer quelque chose de plus global. C'est juste que quand on change, on déconstruit, on n'a plus rien.
Et ça, c'est sur 2 jours, on l'a fait avec Sylvie et Christophe. Et ça a changé le film, d'ailleurs, complètement. Ah oui, complètement. Ouais. Et mais ça a été très violent. On a vu un coup de téléphone avant. Et on avait eu un coup de téléphone avant Tous qui les a deux. été très violent. Et entre le coup de téléphone et ces quelques pages, parce que j'étais en Colombie, sur le coup de téléphone en Colombie, et après on s'est retrouvés en France peut-être 2 semaines plus tard, moi tous les soirs je m'endormais en priant. Non mais c'est important, je ne sais pas si vous sentez, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui veulent être réalisateurs ou scénaristes, ou les deux, mais sachez que c'est pas drôle. Vous les avez dissuadés là, je pense. Non mais sachez vraiment que c'est pas drôle. En fait, il faut être d'accord pour s'imposer une énorme violence. Il y a aussi un énorme plaisir, mais si vous n'êtes pas d'accord pour vous imposer cette violence, ne pensez même pas à l'idée de faire ce truc-là, parce que ça n'existe pas. Et sauf erreur, vos 2 longs métrages, vous n'avez pas été seul scénariste sur les 2. Vous avez toujours été accompagné. Comment ça s'est passé justement avec ces scénaristes? Et est-ce que certains scénaristes sont venus aussi par la production ou pas? Alors le premier cas, c'est des cas inverses un peu. Le premier cas, moi, je commence toujours à écrire tout seul, moi. Et je propose un projet, un traitement, quelque chose qui... Et après, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un pour l'emmener quelque part. Dans le premier cas, c'est le producteur qui s'appelle Grégoire Debailly qui m'a conseillé celle qui était sa femme, qui est toujours sa femme d'ailleurs, Catherine Payet, qui a fait des films, Samuel Collardet, avec Cédric Kahn, avec plein de gens. C'est en vue depuis quelques années en fait qu'il y a une scénariste. Ouais. C'est ça. Et il m'a dit, travaille avec Catherine, je pense qu'elle peut faire le travail. Lui, il voulait juste être rassuré, parce qu'il connaissait Catherine, et il s'est dit, ça devrait marcher. Et non, ça nous a pris quand même beaucoup de temps d'arriver à quelque chose, et je me suis perdu, Et à un moment donné, j'ai plus réussi à travailler avec elle, et du coup, j'ai appelé celle qui était ma scénariste de la Fémis, mais qui en fait est à la fois une scénariste, Virginie Leger, mais qui est à la fois une scénariste et pas une scénariste. En fait, elle ne peut pas structurer un film à la place d'un réalisateur. Elle peut juste rendre meilleur un film. Mais elle n'a pas le métier pour faire que, ou elle ne peut pas prendre la pression d'avoir un scénario et de le structurer. Quoi. Ouais. Si, elle peut le transcender. Justement, ce qu'elle peut faire, c'est transcender quelque chose. C'est déjà pas mal. Ouais, mais sauf que du coup, il faut être seul à structurer. Et une fois que c'était structuré, elle est arrivée et elle a rendu le film vachement meilleur. Pour le deuxième film, je me suis dit, bon, j'ai déjà quelque chose, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me structure, je vais directement faire appel à elle. Donc j'ai fait appel à elle, ça a rendu la chose meilleure, mais il n'y avait pas de structure toujours. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu besoin de structure et j'ai fait appel à quelqu'un à qui je ne m'entendais pas du tout à la Fémis, qui s'appelle Maria Machoukali, qui a fait un film qui s'appelle Party Girl. Co-réalisé, ouais. Et elle, pour le coup, elle m'a aidé à structurer en très peu de temps, à partir de ce qu'on avait travaillé avec Sylvie avant, pour arriver à quelque chose. Et après, j'ai retravaillé avec Virginie, de façon à rendre ça un peu plus beau, juste plus intelligent, plus beau, voilà. Mais il est question du scénario depuis quelques minutes. On lit, on entend souvent que c'est à la fois la force et la faiblesse du cinéma français. Et en vous entendant, on apprend qu'il y a une multitude de versions, qu'il y a des consultants, des consultantes, jusqu'à aboutir à une version pleinement satisfaisante. Et qu'en tout cas en France, c'est peut-être un cliché, c'est le scénario qui fait autorité. Peut-être les films français sont trop scénarisés. Toutes ces versions successives, toutes ces discussions, tous ces remaniements à propos du scénario, est-ce que c'est pas justement enfermant d'une certaine manière? Est-ce que c'est pas un peu ce qui génère cette violence? Je formule cette question. Non, ça c'est de la folie. Hein. Ça c'est un cliché des cahiers du cinéma, ce truc-là. Sincèrement, c'est de la folie. Les films français sont particulièrement mal écrits, en fait. Non mais vraiment. Hein. Non mais oui, mais c'est pas parce qu'on fait du travail qu'on écrit bien. C'est pas si on n'a pas de projet. Si le projet est pas bon, on peut l'écrire pendant 5 ans, il sera toujours mauvais. Le problème, c'est que ici, on écrit pendant 5 ans des films mauvais. Et on essaye de les envoyer en financement pendant 5 ans. Et il y a des producteurs, et moi c'est la chance que j'ai de ne pas avoir des producteurs comme ça, qui se disent, allez, mon travail c'est, je comprends pas pourquoi c'est pas financé, je comprends pas pourquoi ça marche pas, je comprends pas pourquoi, parce que c'est nul. Pourquoi, à ton avis, pourquoi ça marche pas? Non mais évidemment, mais les gens, dès qu'il y a un truc qui ressemble à peu près à quelque chose,
il y aura toujours quelqu'un pour s'en rendre compte. Mais toujours, il faut arrêter de délirer et de partir de la base qu'en fait, on est tous des génies et les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pas vrai, c'est même le contraire. Dès qu'il y a un mec qui a un peu de talent, quelqu'un s'en rend compte. Et en fait, le problème, c'est que les films français sont... Moi, je vois des films à la télé, je vois des films au cinéma. Le problème, c'est qu'ils sont surécrits, mais mal écrits. C'est pas parce qu'un film est surécrit qu'il est bien écrit. Hein. Et moi, je vois que le scénario aussi, parce qu'il y a des gens qui se disent il faut filmer juste un scénario. Mais il ne faut pas filmer un scénario, il faut faire un film à partir d'un scénario. Mais ça, c'est deux choses différentes. C'est pas genre, en arrêtant d'écrire le scénario, tout va bien se passer. C'est juste qu'il y a un écueil là, qui à mon avis est très dangereux et qui est pour le coup très français. Mais Non, je vais juste partir d'un autre cliché, comme ça on les aura. on fait tous les clichés comme ça. En France, les cinéastes, ceux qui sortent des écoles, en tout cas, qui sont passés par les écoles, un peu quelle que soit leur filière, sont dans la quasi-obligation de, dans un premier temps, réaliser des courts-métrages pour prouver un peu leur talent, faire leurs armes, attraper comme ça la confiance du producteur, justement, avant de pouvoir passer au long. Et c'est vrai que quand on regarde la carrière de la plupart des cinéastes de ces dernières décennies, c'est le cas. Là encore, je dirais, est-ce que c'est un cliché? Est-ce que le passage du court-métrage, je dirais, alors oui, pensons par exemple à ceux qui sont réalisés dans un cadre qu'on va qualifier de scolaire, mais est-ce que après réaliser des courts-métrages est impératif pour un cinéaste qui veut prouver sa qualité, disons? Enfin, moi, je pense que le court-métrage, c'est une chance que vous n'aurez quasiment plus jamais après, c'est de ne pas vous occuper de combien ça coûte. Avec des gens qui ne vont pas s'occuper de combien d'heures ils font. Avec, si vous avez envie d'attendre l'aube, vous aurez l'aube. Si vous avez envie de coucher du soleil, donc vous avez même la possibilité d'avoir une image que vous n'aurez plus jamais la possibilité d'avoir, sauf Terrence Malick. Mais je veux dire, c'est au-delà de la carte de visite. C'est aussi quelque chose de surexcitant de pouvoir tout de suite faire quelque chose. Le grand saut, c'est le saut du court-métrage au long-métrage, où d'un seul coup on est un marché, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui le franchissent très mal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100, 200 000 euros en France, hein, pour tourner un court-métrage et pas trouver plus pour faire votre premier long-métrage. Enfin, je veux dire, donc tout ça, c'est autre chose, le court-métrage. C'est effectivement beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Le talent, il ne va pas venir parce que vous avez fait le court-métrage ou parce que vous n'en avez pas fait. Hein. Vous pourriez très bien passer directement au long-métrage. C'est pas le problème. Le problème, c'est juste le financement du long-métrage qui est un problème. C'est pas, du coup, c'est pas juste de savoir. Il n'y a aucune impossibilité à tourner un long-métrage. Quand on est doué, on est doué. Hein. C'est pas le. Mais c'est vrai que c'est complètement autre chose. Il y a quand même, d'une certaine façon, un grand confort dans le court-métrage que vous retrouverez, une grande joie que vous retrouverez quasiment jamais après. Même parce que même si vous arrivez à tourner un film pas cher du tout, avec les moyens, les enthousiasmes d'un court-métrage, après, le long-métrage, il ne se balade pas en festival en n'ayant pas de distributeur, pas de... Voilà, c'est compliqué. Je ne dis pas que ça n'existe jamais, hein, mais c'est quand même très compliqué. C'est un autre monde. Donc c'est pas mal de rester dans un monde, au départ, qui est joyeux quand même. Je pense que le court-métrage, c'est un monde joyeux, qui effectivement a ces festivals qui sont importants, les gens sont aux aguets. Enfin, je veux dire, en fait, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui on peut faire des films avec son téléphone, hein, donc le talent, ça se voit très très vite, hein, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Mais c'est pareil, quand vous êtes... Souvent les gens me disent, mais comment on fait si on veut venir dans une... Ben, je dis, tout le monde cherche des gens qui bossent super, et des gens qui bossent super, il y en a très peu. Donc quand il y en a un, vous le gardez. Hein. Voilà, moi, je sais, par exemple, dans ma boîte, j'ai embauché quasiment tous mes stagiaires, enfin tous mes stagiaires géniaux. Ben oui, enfin, je veux dire, il y a un moment, donc c'est pas le problème de savoir du court-métrage ou du long-métrage. Mais je pense que si vous arrivez à sauter le court-métrage, ben tant mieux. Puis mais tout le monde est aux aguets, c'est-à-dire que les gens ils sont au taquet. Ils y sont, les producteurs, hein, dans les festivals de court-métrage. Et ils les attrapent, et parfois d'ailleurs ils les volent alors qu'ils sont produits par des gens. Voilà, c'était aussi ça. Nous, la chance qu'on a eue au Warsaw, c'est que le fait que, comme il disait tout à l'heure, qu'il y a été parce qu'il y avait la SNEC, mais je pense qu'il y a des gens qui sont restés au Warsaw aussi, avec Christophe et Toufik, parce qu'il y avait la boîte derrière.
Mais c'est mieux que d'aller piquer des jeunes gens parfois pour 3 000 euros. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de garder ces metteurs en scène, alors que le tandem producteur-auteur, il est important. Je reviens au sujet, hein, des fois qu'on s'éloigne. Et néanmoins, Franco, vous avez donc, je le disais tout à l'heure, réalisé un cours hors Fémis avant de passer au long. Est-ce que c'était une volonté de d'abord faire un cours avant de passer au long, comme espace de formation et comment, justement, avant la rencontre avec Sylvie au montage, comment ça s'est passé avec vos deux producteurs de l'époque? Mais t'écrivais déjà ton long métrage à l'époque, je me Oui, souviens. oui, moi c'est un film qui s'est fait... En fait, ça c'est intéressant aussi parce que je pense qu'il y a des gens qui peut-être ne le réalisent pas. Moi, je suis sorti de la Fémis en 2007. J'ai eu un film qui a été, je pense, le court-métrage qui a eu le plus de succès en France en 2008. Et mon premier long-métrage, je le réalise, il est à Cannes en 2014. Donc, de 2008 à 2014, ça a du temps. Hein. Et j'avais commencé à écrire en 2008, grosso modo, à commencer à avoir une idée. J'avais signé chez un producteur en 2008. Donc, mais sauf que je savais pas du tout comment. Je savais pas. Moi, j'étais pas prêt. Je flippais. Moi, j'ai une façon de travailler aussi où j'aborde des sujets très personnels qui, du coup, me mettent dans des questions qui n'ont rien à voir avec le cinéma et qui compliquent tout. Mais à un moment donné, au bout de entre 2007 et 2010, en 2010, je croise à Cannes dans une soirée Christophe et Tofik, et j'étais en train de me plaindre parce que j'arrivais pas à écrire et que je trouvais ça injuste, justement, naïvement, qu'en fait, je puisse pas tourner des films sans les écrire, parce que j'étais un génie. Et du coup, je suis très bourré, et il y avait tout un tas de gens de la profession, des gens du CNC, je sais pas. Et moi, je disais, mais c'est n'importe quoi. De toute façon, personne n'a du talent. C'est que des scénarios à l'écran. Tout ce truc-là, que je trouve toujours un peu vrai. Et eux, ils me disent, écoute, si tu veux tourner quelque chose, nous, on a de l'argent pour tourner un film. Et t'es pas obligé de l'écrire. En fait, le pari de départ, c'était ça. T'es pas obligé de nous donner un scénario avec des dialogues pour le financer. Il y a un système en France qui s'appelle l'aide au programme, qui permet aux boîtes qui ont fait leurs preuves dans le court-métrage de financer des films sans un scénario qui doit se financer. Quoi. Non. Ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de choisir 3 films ou 2, enfin, ils ont grosso modo, ils ont entre 100 et 120 000 euros à dépenser sur 1, sur 2 ou sur 3 films, sans avoir besoin de soumettre le scénario. C'est ça. Donc l'argent est quelque part avant le scénario. Et sur une confiance qu'on fait à un producteur. Et eux, ils m'ont fait confiance à moi. Sauf qu'ils m'en font confiance, mais ils ne sont pas débiles. Donc, nous, on a un rendez-vous. Moi, je n'ai pas d'idée de film. Et on se retrouve dans un café, je me souviens très bien, un resto italien. Et ils me disent, bon, bah, c'est quoi ton idée de film? Moi, je n'avais aucune idée de film. Je commence à leur raconter un peu un truc. Et ils me disent, non. Tu vois. Non, mais ouais, c'était ça. Et ils me disent, bah non, ça ne nous intéresse pas, ton truc. Et je dis, bah sinon, j'ai ça aussi, qui me vient sur le moment parce que je flippe. Parce que je n'ai pas tourné depuis 4 ans. Et je me suis dit, et là, il y a une idée qui me vient sur mon oncle. Et je commence à raconter l'histoire et je vois que leurs yeux s'illuminent. Et en fait, moi, en la racontant, je me dis, c'est génial comme truc, comme histoire. Je ne vais pas raconter l'histoire, hein, c'est pas grave, mais c'est une histoire de mon oncle qui habitait chez ma mère, qui ne travaillait pas depuis des années. Et ma mère a essayé de lui trouver un boulot à un moment précis. Il avait refusé le boulot, même s'il n'avait pas travaillé pendant 10 ans. Tu vois bien que quand tu le racontes en une phrase, tu as un film. Et en fait, la leçon que moi je tire de ça, c'est que si tu n'arrives pas à raconter ton histoire en une phrase, tu n'as pas de film. Et comme je raconte ça, ils me disent, allez, on y va. Et après, j'écris quand même un film, un peu. Mais c'est pas grave, j'ai le film. En une phrase. Combien de longs métrages sortent pas? Et t'as l'oncle, surtout. Et j'ai l'oncle, et j'ai ma mère, et j'ai les personnages. J'ai l'histoire, j'ai les acteurs, j'ai les décors. En fait, j'ai le film. Et du coup, eux, qui sont intelligents, ils me disent, ça a l'air super, allez, on y va. Et après, ils essayent quand même de me faire écrire un scénario d'avoir plus d'argent. Que je n'écris pas. Que j'écris des scènes, j'écris des choses, et après on part en tournage, et voilà. Mais j'avais besoin de ça pour passer au long métrage, parce que je ne savais pas. Je me suis rappelé que j'aimais tourner, je me suis rappelé qu'en fait c'était très dur, mais c'était pas que dur. Et je me suis dit, allez, d'accord, on fait le long métrage du coup. Ça a redonné confiance, finalement. Ouais. On perd confiance facilement. Hein.
fait, les clichés sont vachement intéressants à chaque fois. On commence encore un. Est-ce que en fait la production, les coproductions internationales en fait sont pas un petit peu vérolées par ce systématisme du pitch? Un film doit pouvoir être raconté en quelques mots, en une phrase, en deux phrases, en trois phrases. Tiens, c'est une bavure policière le temps d'une journée. Voilà, enfin, je prends le premier exemple qui me vient, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être un petit peu pernicieux dans cette recherche de l'efficacité et de la synthèse? C'est pas forcément de l'efficacité de raconter un film en une phrase. Hein. D'ailleurs, souvent, il faut attendre la sortie pour qu'il y ait un journaliste qui trouve le résumé du film. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et il faut avoir tout son film pour arriver à le résumer en une phrase, surtout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'idée que ton film, c'est une phrase, c'est l'idée que pour pouvoir résumer ton film en une phrase, il faut que tu aies déjà tout ton film. Alors, pas forcément écrit, mais je veux dire, faut pas oublier que moi, même si je fais bien chier sur le script, parce que pour moi, un script, c'est la possibilité d'une entière liberté. Et pas du tout, moi je dis toujours que ce soit au CNC ou quoi, on n'est pas une maison d'édition, donc on s'en fout du script. D'autant qu'on a la possibilité de voir les films que les gens ont faits, que ce soit des courts-métrages pour les premiers films ou des films pour les suivants. Donc le script et le film, ça suffit pour le script tout seul. Il y a vraiment des gens qui écrivent très bien, mais qui ne sont pas du tout cinéastes. Et on a des cinéastes qui sont très cinéastes et qui n'écrivent pas bien. Mais n'empêche que je pense qu'aujourd'hui, enfin moi, pour avoir vécu 20 ans avec quelqu'un qui n'avait rien à foutre du scénario, puis surtout qui n'avait aucune capacité à en écrire, mais ses meilleurs films sont avec un scénario en béton. Parce que le scénario en béton permet de s'en foutre. Alors que le scénario à trous, eh bien vous allez tourner peut-être des choses formidables, que vous pourrez peut-être pas monter ou vous montrer quand même parce qu'elles sont formidables, mais qui n'iront jamais se mettre sur une bonne colonne vertébrale. Alors que quand il y a la colonne vertébrale, tout ce que vous allez avoir comme surprise au tournage et tout ce qui est vraiment du cinéma viendra forcément s'y accrocher. Donc sera dans le film. Et il y aura un bonheur à le voir et ça collera forcément. Alors que sinon, ça sera bancal. Ça donne des grands films quand même, mais voilà, il faut le vivre comme ça, le moment du script, y compris pour les gens qui ont de la difficulté. Il ne s'agit pas d'écrire un magnifique livre. Il s'agit d'écrire une magnifique colonne vertébrale sur laquelle tout ton film pourra venir se fixer. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de financement... Mais je ne sais pas, c'est ce que tu en penses. Moi, je suis d'accord. Moi, la leçon de mon dernier film est que je ne me relance pas en tournage avec un scénario qui n'est pas prêt. Mais au-delà du fait que le film aurait pu être meilleur, moi, je n'aurais pas souffert autant. Et en fait, moi, tous les jours, avant de partir sur le tournage, j'avais un mur avec plein de post-it. Et c'était les scènes. Et j'étais là, genre. J'étais tout seul, en fait. Du coup, je prenais cette scène-là, je la mettais là. Je disais, en fait, la scène 25, maintenant, c'est la scène 67. Mais en fait, elle est différente. Et du coup, j'arrivais sur le tournage, j'ai expliqué ça à une équipe qui me regardait, genre, t'es un malade mental. Mais très bien, du coup, on met les costumes de la scène 66 et on y va. Mais on fait quoi? Et je dis, écoutez, c'est à peu près ça, ça et ça. Et en fait, forcément, ça crée ça crée une petite énergie, hein, ça crée un peu un kiff, mais ça crée surtout de la fragilité mentale. Parce qu'on se dit, si ça se trouve, je suis en train de faire n'importe quoi. Et moi, si on peut approfondir... En fait, tu peux jamais approfondir tant que tu es en train de mettre des patchs. Et je pense que si tu arrêtes de mettre des patchs, si tu n'es pas en train juste d'arranger des choses, mais juste, ça va. Maintenant, allons en profondeur, c'est forcément mieux. Et mon prochain film, en tout cas, quoi qu'il soit, il sera approfondi. Et peut-être c'est approfondi dans le mauvais sens, mais ce sera approfondi. Et on évoquait tout à l'heure donc la question du financement ou de l'argent. Comment, particulièrement vous, Sylvie, mais aussi sur les films de Franco, comment vous fonctionnez justement si le scénario est prêt, mais que finalement vous n'arrivez pas à réunir pendant l'ensemble du budget? Est-ce que vous êtes du genre, parce que certains producteurs sont du genre, s'il manque un petit peu d'argent, on y va quand même, ou est-ce que au contraire vous serez plutôt à attendre au maximum pour essayer de réunir tout l'argent? Il se passe rien, il n'y a qu'une passe sur l'argent.
Il n'y a pas une deuxième passe 6 mois plus tard, hein, à moins de tout changer. Oui, mais je veux dire, voilà, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que en général vous êtes prêt à peut-être renoncer à certaines choses du film pour le tourner quand même, parce que certains réalisateurs sont prêts à le faire parfois. Non, mais enfin, si je réunis, on réunit en général jamais l'argent qu'il faut pour un film. Voilà. Et donc du coup, mais c'est toujours très intéressant parce que du coup, on touche au scénario forcément. Oui. Enfin moi, en tout cas, et les gens qui travaillent avec moi aussi. Beaucoup non. Hein. Ça coûte 3, ils ont 2, c'est le même film. Hein. Ben non, hein, c'est pas possible. Oui, vous adaptez au budget. Ben, vous vous adaptez, c'est-à-dire que on peut pas tourner en tant de semaines, ce qui nécessite tant de semaines. Et ce retravail sur le script, que le travail, quand on est sûr de faire un film et qu'on doit retravailler sur le script, c'est très intéressant. Faire retravailler sur un script pour éventuellement le faire, c'est très désolant. Donc du coup, on est dans une dynamique où arrivent les décors, les acteurs, etc. Mais il faut changer le script. Mais les films étant en général toujours trop longs, toujours mal ceci, toujours mal cela, ce travail-là, dans la mesure où le metteur en scène sait qu'il va tourner, il est toujours très intéressant, il a toujours des solutions très intéressantes. Voilà, c'est pas du tout la même... Enfin, dans la mesure où vous savez que vous allez faire le film, vous avez des idées qui s'imposent quasiment, qu'on aurait pu trouver bien en amont. Mais on est plus à même de les trouver dans cette euphorie du tournage prochain. Mais il faut... Enfin, ça n'existe pas de tourner la même chose avec moins que ce qu'il faut pour le tourner. Oui, mais un peu pour répondre, parce que moi je peux répondre avec mon propre film. Oui, ils sont d'accord pour se lancer sur un film où ils n'ont pas tout l'argent. Oui. Bah non, Mais c'est ce que je dis, oui. Voilà, c'est ça. Oui, mais clairement. Non, mais bien sûr. Bah, oui, c'est ce que je dis, c'est quasiment... Clairement. Et est-ce que vous, en tant que réalisateur, vous êtes prêt Ça à vous m'angoisse un peu. adapter? Oui, voilà. Ouais. Non. En fait, non. J'exagère. Je suis prêt à m'adapter sur quelque chose qui vient pas toucher au cœur du projet, oui. Mais non. Pas tout à fait, non. Non. Je suis pas prêt à toucher à l'endroit important. Je suis prêt à toucher à tout. Je suis moi-même producteur, j'ai fait d'autres choses, j'ai perdu de l'argent avec des gens. Genre, je vois à peu près à quoi... Et en fait, je me dis, bon, jusque-là, ça va. Tu peux pas dépasser ça. Parce qu'en fait... Et ça, c'est encore un autre apprentissage pour le prochain film. J'ai un peu envie que tout le monde s'y retrouve complètement. Chose qui ne s'est pas tout à fait passée avec ce film-là. Non, mais c'est un problème, hein, franchement. Non, mais j'entends. Le dépassement sur un film, en pensant que c'est pas grave, parce que c'est pas... Mais c'est pas vrai, je veux dire, ça coule C'est une toujours boîte. grave. Bah, c'est-à-dire que, grosso modo, ça coule une boîte. Voilà, il faut quand même être clair. Ça crée Tu peux le toujours faire quelque une fois, chose. tu le fais 2 fois, c'est terminé. C'est ça. Non, Donc, mais tu peux le faire voilà. aussi. C'est différent si tu es Léos Carax ou si tu es... Non, mais je veux dire, il y a des endroits de tu fais dépassement. les Oscarax si tu le fais avec des gens qui ont de l'argent qui cachent. Oui, puis Mais je veux dire, sinon... tous les Oscars qu'il est, son dernier film à net qui est en post-production, il a mis 2, 3, voire plus années à réussir à le produire. Oui, mais c'est plus des problèmes de timing, des marionnettes, des chanteurs, des acteurs, enfin je veux dire, ces énormes vedettes et tout ça, l'argent il a quand même été là. Hein. Non, mais en tout cas, le plus tu fais le film avec tout le monde, Oui. le plus tout fait sens. En fait, il y a comme des bases logiques qu'on s'efforce à passer au-dessus de tout un tas de trucs logiques. Qui est, en fait, en réalité, il faut essayer de faire le film dans le budget. Ça a l'air con comme ça, mais en fait, ça vaut beaucoup. Il faudrait faire un film avec un bon scénario. Ça a l'air con comme ça, mais en fait, c'est hyper important. Et en fait, c'est des choses, parce qu'en fait, tu peux arnaquer les gens 1 fois, 2 fois, la 3e fois, tu peux pas, c'est pas possible. Les gens vont pas être d'accord. Et là-dessus, il faut être honnête avec soi-même, en fait, en réalité. Et il faut se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin? Moi, par exemple, je me pose la question aujourd'hui, et je me dis, moi je tourne sur plein de temps. Et je me dis, est-ce que j'avais tout à fait besoin de ma 8e semaine de tournage? Et en fait, dans les conditions dans lesquelles je me suis lancé, oui. Parce que je changeais les post-it le matin. Mais en réalité, si je n'avais pas eu à changer les post-it le matin, je le fais en 7 semaines. Et ça change tout. Non seulement le film était meilleur, mais tout le monde était plus content. Et ça, ça c'est moi, l'apprentissage, je le fais à travers ce film-là. Et j'ai pas collé une boîte. Hein, Et quand vous... mais voilà.
Et quand vous écrivez, c'est quelque chose à que vous pensez finalement, de se dire « Ah mais ça va coûter trop cher, c'est pas possible ». Bon, non, vraiment, la scène avec 500 figurants, ça va pas être possible, je peux pas l'écrire. Comment ça se passe? Moi, je suis réaliste. J'ai C'est aussi un ça. exemple, c'est un exemple Moi, je suis un peu aussi exagéré. un réalisateur qui comprend les... Je parle argent, je parle production, je regarde les devis, je coproduis mes films. Genre, je suis pas débile. Je pense qu'il y a des gens peut-être à qui tu peux pas dire. Moi, j'ai un ami, le type, il avait écrit une scène avec 50 ambulances, et le jour il y en a 15 qui arrivent, et on lui dit, bah écoute, les autres... Et en fait, ça va, 15 ambulances, c'est énorme, à Bogota. Les autres, il les fait en numérique. Mais ce jour-là, il dit, j'arrête le tournage, je parle plus à mon producteur. Moi, c'est mon meilleur ami qui était assistant réel dessus, et lui a dû gérer entre les deux, parce que le producteur dit, bah, moi je m'en fous aussi. Tu vois, genre. Et en réalité, à la fin, tu vois la scène, et tu as tes 50 ambulances, parce que tu en as 15 réels, et les autres, elles sont numériques, et ça marche très bien. Et non, faut être conscient qu'on fait un film avec du réel. Donc avec des acteurs qui sont des êtres humains. Ça, on l'oublie toujours aussi. Hein. Et des techniciens qui sont des êtres humains, et des producteurs qui sont des êtres humains, et... Sauf le réalisateur qui ne l'est pas. Bah aussi, mais C'est un génie, c'est différent. ça dépend, pas dans tous les cas, pas dans tous les cas. Elle s'appelle Sylvia, tout ça. Est-ce que, mais alors là, je m'adresse peut-être plutôt à vous, Sylvie, en fait, est-ce que malgré tout, d'une manière ou d'une autre, parfois, dans cette relation, ça ne devient pas un rapport de force? Là encore, j'ai lancé un cliché, on sait que le cinéma, notamment américain, a connu des cinéastes qui étaient un peu en conflit permanent avec des producteurs, Orson Welles et Kubrick, Coppola, Michael Cimino, etc. Est-ce que des fois, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du rapport de force, où en tant que producteur, on doit imposer cette contrainte budgétaire? Ah bah j'adorerais, moi, mais la contrainte budgétaire, en l'occurrence, elle s'impose toute seule, hein, c'est pas moi qui l'impose. C'est ce que vous voulez souvent, enfin moi je suis depuis le début, maintenant ça va faire 15 ans cette année, je finançais à peu près le film moins que ce qu'il faudrait, mais après il faut se financer soi aussi, voilà. Ça je suis très nulle pour ça. Enfin, j'ai progressé, hein, mais donc... ça s'impose tout seul. Après, franchement, un metteur en scène qui s'en fout vraiment complètement, ça m'intéresse pas spécialement. Après, on essaye de faire en sorte que ce soit pas le sujet de conversation de tout. Enfin, je veux dire, mais maintenant, aujourd'hui, franchement, un cinéma d'auteur où l'auteur est pas connivant de cet aspect financier, quand il est en confiance, c'est vraiment. Enfin, moi, j'en suis plus trop là quand même. Hein. Mais par contre, on a des gens qui arrivent aujourd'hui dans le cinéma et qui n'ont aucune notion de ce que ça coûte, effectivement, qui peuvent écrire des scènes où tu leur dis, mais... Enfin, je veux dire, on comprend... Enfin, moi, je les lis, hein, ça, je les produis pas forcément, mais où on est un peu étonné. Mais sinon, c'est partie intégrante et en même temps, il faut un peu l'oublier. Enfin, c'est pareil, il faut se laisser la possibilité d'oublier que, effectivement, tout est de l'argent. Et qu'on a... que comme tout change aussi, on a quand même souvent c'est assez... et là encore, on tourne en Colombie. Hein, on n'a pas la convention collective française. Parce que là, on arrive dans des choses où le coût est quand même très élevé. Ça me fait penser pareil, à un ami, pas un ami très proche, parce que sinon je lui aurais dit, mais qui se lance sur son premier film, après beaucoup de courts-métrages, ça a remarqué, et c'est un film d'époque qui coûte, je sais pas, 5 millions d'euros. Et il n'a pas ni le producteur qui peut trouver cet argent-là, ni le scénario qui peut trouver cet argent-là. Du coup, il trouve, je sais pas, 2 millions. Du coup, il réécrit, mais un film qui, à la base, coûte 5 millions d'euros. Donc même si tu réécris un film à 5 millions d'euros, tu le fais devenir un film de 2 millions d'euros, ça ne peut pas marcher. Et en fait, à un moment donné, moi c'est juste que ça me désespère un peu, parce que je me dis, j'ai le même problème avec mes étudiants. Moi, je donne cours à la fac en Colombie, et ils arrivent avec des histoires, mais je leur dis, mais vous êtes milliardaire ou quoi? C'est quoi? Comment vous allez faire pour faire ça, en fait? Pourquoi vous n'essayez pas de partir d'un truc que vous pouvez tourner, et puis le tourner?
Et il y a comme une base, comme un déni de réalité. Il y a un déni de réalité. Et en fait, il se trouve que ce film-là existe maintenant, et personne ne sait qu'il existe, par contre. Bah, il va sortir, mais... Non. Bah non. Un film en costume, jeune, premier film, il n'y en a pas une tonne non plus. On peut trouver, hein. Tout est trouvable, avec un peu de curiosité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des leçons à prendre de tout ça qui sont... C'est juste un principe de réalité. Et les producteurs, ils l'ont, parce qu'ils sont dans la réalité. Mais les réalisateurs, je pense qu'on l'a pas assez. Après, il ne faut pas qu'on l'ait complètement non plus, parce que sinon, on ne rêve pas. Et il faut qu'on rêve. C'est ce principe de réalité qui vous a incité à créer la société de production que l'on a évoquée tout à l'heure, Evidencia. Parce que donc, c'est une société qui participe à la production de vos films, à la coproduction de vos films, mais qui produit d'autres aussi cinéastes. Oui, de moins en moins d'autres cinéastes, mais oui. Oui, c'est vraiment... Oui, c'est ça, mais c'est parce que moi, je viens d'un pays aussi où, si, en tant que réalisateur, on ne peut pas tout à fait gagner sa vie. Et du coup, il faut que je trouve un moyen de gagner ma vie et de pouvoir faire du cinéma et de ne pas être obligé de faire de la télé ou de la pub. Et en fait, la façon que j'ai trouvée, c'est d'avoir une boîte de production. Après, ça m'a enlevé, moi, sincèrement, sur le tournage de mon film. Le vendredi soir, j'étais au téléphone avec un investisseur. Hein. Juste en sortant d'une scène et juste avant de rentrer au déjeuner, et ça ne crée pas que du bonheur. Hein. Après, j'ai les droits de mon film en Colombie, ça vaut aussi quelque chose, c'est bien. J'étais au téléphone avec un investisseur le vendredi soir. Hein. C'est le terme auteur qui est utilisé pour qualifier cette masterclass et ces rapports. L'auteur, c'est pas justement, encore un cliché, celui qui est un peu partout, certes qui réalise, mais qui est aussi un peu dans tous les coins, y compris dans la négociation avec les investisseurs. L'auteur, on a l'idée surfaite, encore un peu caricaturale, que c'est celui qui tient son film, qui fait ce qu'il veut. Vous en pensez quoi de ce terme? La politique des auteurs, du coup, revenons à ça. Non, mais Godard, en tout cas, il était très conscient de l'économie de ses films. Voilà. Il était vraiment très, très conscient. C'est notre époque, mais il était le seul comme ça. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est lui, il avait son chéquier, son truc, c'est son film. Voilà. Et il faisait son film avec l'argent et il mettait de l'argent où il voulait. Enfin, je veux dire, mais non, il y en a très peu qui sont conscients. Il y en a qui volontairement n'ont pas envie. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que je veux dire, du coup, sinon, on parle chinois. Hein, mais c'est vrai que ça peut pas être non plus. Si on fait des films pour les tourner, il faut quand même savoir dans quel. Puis il faut savoir où on est aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi savoir si on est quelqu'un que tout le monde attend, si on est quelqu'un que tout le monde n'attend plus, si on est quelqu'un qui a la vie devant soi ou s'il y a déjà des casseroles, ou au contraire, si on va avoir beaucoup. Comme ça s'est bien passé, ça va très bien se passer. Je veux dire, il faut aussi avoir le courage d'affronter sa place. Ce qui n'a rien à voir avec j'ai du talent, j'ai pas eu du talent. Hein. Mais je pense que l'important, c'est de faire des films. Voilà. Donc, du coup, il y a des moments où il faut les faire pour moins cher. Et c'est pas parce que vous le faites pour moins cher que ça sera peut-être le film qui va vous emmener le plus loin. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. Mais malheureusement, je veux dire, ça coûte. En France, pour qu'on se moque de comment ça coûte, c'est en dessous d'1 million d'euros. Là, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est avec des gens qui ont envie de faire le film, qui sont payés au SMIC, voilà, mais qui seront aussi des gens, si le film marche, ils sont intéressés au résultat. Mais dans la fabrication, on est entièrement libre. Après, il y a l'autre formule qui est en dessous de 3 millions, où là, il y a une annexe 3, donc où les gens sont moins payés qu'en annexe 1, etc. Et après, il y a l'annexe 1, qui est une convention collective où tout le monde gagne, il faut reconnaître pour aujourd'hui, très bien sa vie, et qui fait que les films deviennent très vite très chers. Et on parlait, Franco, de votre société de production, Evidencia. Pourquoi avoir la nécessité de produire coproduire en tout cas ces films en France? Est-ce que c'est des films que vous pourriez produire uniquement en Colombie? Quelle raison vous pousse finalement à coproduire entre la France et la Colombie? Moi, c'est un chemin de vie qui m'a emmené là. Parce que j'ai fait mes études dans un lycée français, j'ai fait mes études en France, j'ai rencontré les producteurs. J'ai un pied ici, un pied là-bas, donc c'est très naturel. En plus, mes
Moi, pour l'instant, les post-productions, je les ai toujours faites en France. Mes collaborateurs sont là. Et du coup, c'est vraiment, ça fait vraiment sens. Après, tout système peut être réinterrogé s'il le faut. Moi, sachant que je ne me considère pas comme mon propre producteur, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Moi, je pense pas, je me dis pas. Moi, j'ai toujours, genre, j'ai besoin d'un producteur. Et je n'ai pas trouvé en Colombie. Si j'en avais trouvé, j'aurais pas monté ma boîte de prod, en fait. Et du coup, j'en ai trouvé en France. Et du coup, j'ai un système comme ça, qui, voilà, c'est la vraie raison. Et d'ailleurs, je remercie le producteur de mon premier film parce que il m'a incité à le faire. Parce qu'à un moment donné, on a eu des rendez-vous avec des producteurs en Colombie, et il m'a dit, je sens pas que je vais m'entendre avec ces gens, et de ce que j'ai vu, tu vas pas t'entendre avec ces gens non plus. Et en fait, c'était vrai. Et ça allait me mettre des contraintes que j'allais pas accepter. C'est une différence de mentalité entre la production française et la production sud-américaine? Il y a de ça, oui. Mais il y a aussi, en l'occurrence, un rapport de force. Moi, je sortais, j'allais faire mon premier film. J'étais littéralement personne, et eux, c'était les boîtes qui avaient fait beaucoup de films en Colombie, et du coup, qui me traitaient un peu comme un enfant, que j'étais. Mais j'étais aussi quelqu'un qui pouvait avoir des idées sur quelque chose, et je voulais pas faire les choses comme ils voulaient. Et du coup, j'aurais eu, en l'occurrence, moins de temps de tournage, mais plus d'équipes. Et ils n'allaient pas accepter de faire autrement. Et du coup, j'ai préféré faire un peu au système français, qui a des équipes plus réduites, mais parfois plus de temps. Et pour ça, j'ai eu besoin de monter ma boîte. Ouais. Et après, j'ai pris goût, mais je suis prêt à la fermer aussi si je trouve un producteur en Colombie. Mais il faut savoir aussi qu'en France, un film qui n'est pas en français a accès à très peu de financement. C'est pas d'un seul coup on a le droit d'aller partout comme un film français. Donc dès qu'on est en langue étrangère, il reste Cinéma du Monde, du CNC, et après c'est l'apport d'un distributeur et éventuellement d'un vendeur. En l'occurrence, là, le vendeur n'est pas colombien non plus, donc qui ramène un petit peu. Mais c'est pas, il n'y a pas une manne qui tombe. Voilà. Alors après, selon les pays et le prix du travail dans les pays, c'est beaucoup ou pas beaucoup d'avoir 120 000 ou 150 000 euros de plus. Quoi, voilà. Les coproductions internationales sont de plus en plus courantes. Il y a des producteurs qui, pour moi, ne sont pas des producteurs qui ne font que ça, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont, ils déposent, ils ramènent 120 000 ou ils ne les ramènent pas. Voilà, c'est tout. C'est pas un métier, ça. Enfin, je veux dire, c'est... Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Hein. Est-ce que produire un film, au fur et à mesure des années, c'est devenu la fabrication d'un montage financier de plus en plus complexe? Ah oui, c'est de plus en plus complexe, ça c'est sûr. Enfin, nous, à chaque fois, on se dit, quand on produit par exemple des étrangers, comme on se dit, la Roumanie c'est fait, donc ça maintenant on est vachement au point. Là, puis alors, la Colombie ça c'est fait, et c'est ultra sophistiqué, les choses compatibles, pas compatibles, des points pour être agréés en France, des points pour être agréés dans l'autre pays. Voilà, après, mais. Je pense que quand on fait un film de Franco, nous on le fait comme on ferait un film français. Je sais pas, on se dit pas parce que les gens qui ne font que des copros étrangères, ils prennent 10% sur l'argent qu'ils ramènent, ça vivote, ça va dans les festivals et voilà, mais ça s'appelle pas produire. Enfin, non, mais je veux dire, c'est pas. Mais par contre, en faire, ça ouvre énormément de choses. Enfin, je pense que franchement, produire des cinéastes étrangers, on retrouve beaucoup de joie. Voilà, beaucoup de joie parce que ils sont quand même dans des pays où c'est moins gâté, moins voilà, et c'est des rencontres assez énormes, y compris les techniciens, des choses comme ça. Mais enfin, il faut savoir en France qu'il n'y a quand même pas du tout une manne pour ça, quoi. Et vous, en tant que productrice, c'est intéressant et ça ouvre de travailler avec, par exemple, Pamboyou, les Endro Alonso. Oui, enfin, je veux dire, Cornelius, c'est une grande rencontre. Je veux dire, Franco, c'est pareil. C'est pas des gens qu'on produit une fois. Enfin, c'est tout un travail, mais c'est compliqué aussi. Ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, que ce soit Cornelius, qui parle aussi très bien français, qui est marié à une Française, mais qui vit en Roumanie, tout comme Franco. Bretonne. Pardon. Une Bretonne, j'ai dit que c'était pas tout à fait pareil. Et bref, les deux, en l'occurrence, sont comme ça, et en même temps, ils ont encore tellement de choses à dire sur leur pays et surtout dans leur langue, alors que c'est des gens qui pourraient avoir... voilà, les acteurs, les actrices sont très à l'affût aussi de gens qui pourraient leur donner des rôles en France. Ça. On n'a pas envie de leur dire, allez, viens, tourne en français, ça va être... voilà. Ça ouvre beaucoup plus de facilité de financement.
toi, t'as pas envie parce que t'aimes le cinéma encore, mais il y aurait d'autres producteurs qui diraient tout de suite, mais qu'est-ce que tu fais? Fais un film en France. Oui, On le parce que finance c'est vrai 3 qu'on fois le mieux. finance 3 fois mieux, c'est sûr. Et du coup, on se prend 3 fois plus d'argent aussi. Mm. Mais c'est pas tous les producteurs qui. Déjà, 2 choses, mais tu viens de le dire, mais c'est juste que moi, mes amis colombiens, la grande majorité, quand ils sont des coproducteurs français, c'est juste des gens qui envoient des dossiers. Ça marche pas. Mais ça n'a rien. C'est juste, ils envoient des dossiers. Et pareil, et sinon, l'autre cas, c'est le cas des gens qui t'emmènent à faire un mauvais film. Parce que ça reste des conseillers, les producteurs, comme des parents. Donc, ils te disent, mais va là-bas, sur cette table-là, bah, tu te cognes. Et tu te cognes. Et à la fin, c'est pas lui qui s'est cogné, en fait. C'est toi. Et en fait, il faut quand même faire confiance beaucoup à la personne qui va t'accompagner. Parce qu'à un moment donné, un producteur doit avoir de l'influence sur toi. S'il n'en a pas, c'est pas un producteur. Et du coup, bah oui, là, toi, ce que tu dis, c'est genre, en réalité, bah, moi, ce serait facile de me dire, bah, fais un film en France. Je dirige suffisamment bien les acteurs pour que les acteurs veuillent venir sur mes tournages. Mais si ça se trouve, je fais ce que font tous les cinéastes étrangers, des très bons. Ils font des très mauvais films en France, souvent. Aux États-Unis, quand on voit Gloria Bell, qui est le remake, États-Unis. par exemple, avec, comment elle s'appelle, Oui, Julianne Moore, d'un film que moi j'ai adoré dans sa version originale. Et Film de Lelio. comment tu peux... Enfin, c'est comme si là, on voyait le film de Franco que vous verrez ce soir. Enfin, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller le voir. Non, ils n'y vont plus. L'actrice est exceptionnelle. Il se trouve que c'est pas une actrice, mais voilà, enfin, c'est son premier film. Enfin, pour moi, c'est une actrice puisqu'elle a joué dans ce film, mais ça n'est pas une actrice au départ. Et Julianne Moore voit le film et dit moi, je veux le tourner un remake de ce film aux États-Unis. Comment tu veux pas dire oui à ça, tu vois? Donc tu vas et tu te dis mais comment elle peut qu'elle dise écrivez-moi un film parce que je trouve formidable ce que vous faites, j'entends. Et donc tu écris pour elle. Mais que tu te dises en voyant la fille que vous verrez ce soir ou pas, et elle en voyant l'actrice qui jouait, comment elle s'appelle le film dans sa langue? Paulina Garcia, le film s'appelait Gloria. Gloria. Oui, Et c'est devenu Gloria Bell. Gloria Bell aux États-Unis. Mais quand tu vois la femme extraordinaire qui joue le rôle dans le film de départ, comment, en tant qu'actrice, il faut quand même être con comme une asperge pour te dire que tu vas pouvoir jouer ce qu'elle joue. Alors là, mais par contre, c'est vrai que le succès d'un metteur en scène peut venir par... enfin, je veux dire, c'est vrai que du coup, le film n'a pas marché du tout, hein, évidemment, le Gloria Bell, là. Mais on peut arriver par un acteur, enfin une actrice. Isabelle Huppert a fait la carrière de enfin, a lancé beaucoup de gens, justement, en s'intéressant à des jeunes cinéastes étrangers. Mais je trouve que, bon, avant de faire le pas, de venir dans un pays que tu connais et de t'approprier, enfin, à moins que tu aies une idée vraiment, tout ce que tu as envie de raconter, c'est dans ton pays. Alors c'est vrai que après la possibilité, alors lui il a de la chance parce que l'espagnol c'est quand même répandu, le roumain c'est dur. Non mais je veux dire le roumain c'est dur pour lui que les gens aillent voir un film en roumain. Déjà c'est pas évident en France et même quand on voit comment il s'appelle Christian Mungiu qui a eu quand même la Palme d'Or, qui fait des films remarquables. Je sais pas, le dernier fait 30 000 baccalauréats. Il est en compète à Cannes, etc. Donc il est inexistant. Et après, tout le monde sait que c'est un grand metteur en scène. Lui, il parle français, évidemment, il parle anglais. Et c'est quand même triste de penser qu'il va finir par faire des séries aux États-Unis. Enfin, je veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a plus en Roumanie, personne ne va voir les films roumains. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a ça aussi. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine façon, tu es inexistant partout. Ouais. Quoi. C'est compliqué. Vous l'avez dit en introduction, la parole va être à vous. Je voudrais juste vous poser une petite question que j'ai eu l'occasion de poser en les mêmes termes à un autre producteur, Saïd Ben Saïd, qui a fait quelques jolis coups ces dernières années, Paul Verhoeven, Mary Palma, Nadal Lapide, etc. Je lui avais demandé, lorsqu'un film est terminé, lorsqu'un film que l'on a produit est terminé, est-ce que le film il continue à exister dans la tête? Est-ce qu'on se dit, tiens, peut-être que j'aurais pu fonctionner différemment, on aurait pu le produire d'une autre manière? Et Saïd Ben Saïd, dans le style synthétique qui est le sien, m'avait répondu, quand un film est terminé, il est terminé. Ok. Et pour vous, quand un film est terminé, il est terminé ou on continue à le refaire tel un match après son montage final, après sa sortie? Est-ce qu'il existe encore dans les discussions? Est-ce qu'on envisage
des hypothèses, des alternatives sur ce qu'aurait pu être le film? Non, franchement, enfin, je veux dire, non, on peut envisager ça quand on est en train de faire le prochain, mais pas au moment où le film est là, non. Enfin, je veux dire, vous avez vécu tout, vous avez franchi tous les obstacles, et à un moment, vous y êtes. Hein. Bah oui, je voudrais pas plagier Saïd. Non, je n'ai que le millième de l'intelligence, mais je veux dire, non. Oui, enfin, quand un film est fini, il est fini. Je veux dire, après, on peut décider qu'on s'assoit à une table et qu'on dit tout ce qui a merdé. Ça, c'est possible. Mais le film il est quand même fini. Voilà. Nous, on le dit même publiquement, donc Oui. ça va. Non, mais voilà, mais c'est pas, on refait pas. Non, on refait pas. Après, moi, je pense qu'on peut changer un film. Moi, je peux avoir un film enfin, je peux tourner alors qu'on pense qu'on ne veut plus tourner. Je peux changer tout jusqu'au mixage. Je peux, oui, beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, ça me dérange pas. Si on a la bonne idée, couper en général, si c'était possible. Oui, mais je veux dire, non, mais tant qu'on est encore dedans, parce que fini, c'est quand on a décidé que c'est fini. Enfin, on le décide ensemble, donc c'est fini. Voilà. Donc, à partir de là, non, vous revenez pas tout le temps en disant si on avait fait ci, si on avait fait ça. Non, c'est pas possible. Non, mais surtout pas quand une fois que le film est sorti en disant, une fois que tout le monde, bah non, non. Toi, après demain, tu vas me dire, je t'avais dit de couper cette scène. Ouais, je te l'avais dit, tu vois, le Je t'avais dit, journaliste, c'est cette là, il scène, a dit, bah, c'est ça le problème. Ouais, voilà. Cette scène-là. Hein. La parole est à vous. Si vous avez des questions, des remarques, si vous vouliez intégrer la fémis, Ou si vous voulez proposer un... vous avez des doutes ou au contraire un enthousiasme qui est né à l'écoute de cette discussion. Ou si vous voulez proposer un projet à Sylvie. La parole est à vous. Préciser quand même que délibérément, nous n'avons pas parlé en détail du maire incroyable de Florian et Florian, parce que vous pourrez le voir ce soir. Voilà, avez-vous des questions, des remarques? Oui, un micro va parvenir jusqu'à vous. Merci. Bah déjà, merci beaucoup parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses. C'est des discours francs et ça fait du bien. En fait, j'avais une question parce que quand même, ce qui vous est arrivé, c'est une histoire d'amour particulière. Et ça, donc par définition, c'est quand même assez rare, l'amour, j'ai envie de dire. Donc du coup, est-ce que vous nous conseillez, quand on a un projet de film, plutôt long métrage, d'avoir une continuité dialoguée vraiment très solide avant de oser un petit peu aller au-devant et présenter nos projets, où on peut quand même encore faire confiance à la magie des rencontres et être dans un synopsis détaillé, un peu comme ce qui vous est arrivé. Enfin, parce que vous dites quand même qu'on ne va pas relire 2 fois, donc des fois on se demande un petit peu à quel point il faut encore faire confiance à son feeling, ou s'il faut vraiment être dans quelque chose d'hyper construit à fond pour pas se faire mal voir une deuxième fois pour une deuxième lecture. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Moi, je sais pas, c'est un peu large parce que ça répond par rapport à qui? Par rapport à un producteur qui lit, quoi. Mais du coup, c'est toujours pareil. C'est genre Ouais. Moi, de mon expérience, les producteurs qui valent le coup d'être approchés n'ont pas de temps. Et en fait, un producteur qui a beaucoup de temps, c'est mauvais signe. Ouais. Voilà, ça c'est mon opinion, mais c'est que la mienne. Parce qu'en fait, a priori, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de choses en cours, et du coup... Et s'il n'a pas de temps, du coup, c'est peut-être plus logique de présenter un synopsis détaillé bien construit qu'un... Exactement. Ouais. Mais déjà, les gens, par exemple, de mon expérience aussi, mais après Sylvie va me contredire peut-être, mais les gens ne lisent pas un scénario qui arrive dans un bureau juste parce qu'il arrive dans un bureau. C'est genre... Ouais. On ne sait pas qui c'est. Les gens, ils ont déjà pas assez de temps pour s'occuper des gens qui connaissent bien. Et même des gens très connus, et même des gens qui ont fait beaucoup de films, et même... Du coup, il faut partir de cette base-là. Donc, il y a cette idée-là de soit construire une carrière à côté d'un jeune producteur qui, peut-être là, il a le temps, mais ne l'aura plus après. Et on le sait que c'est le mec qui va plus l'avoir parce qu'on voit bien qu'il est bon. Moi, je pense que ça, c'est une très bonne idée, déjà. Ça, c'est une très bonne idée. Et si on va aller voir des producteurs comme Sylvie, par exemple, qui sont ultra bookés et que tout le monde veut... Moi, j'ai changé de producteur, donc à un moment donné, j'ai parlé à mon agent. Et il me dit, ouais, du coup, tu veux voir qui et tout. Et je lui dis, écoute, Sylvie, elle est... Et il me dit, tu vois, Sylvie, elle est géniale, mais elle est très occupée.
Parce que je fais très peu de films aussi. Et en fait, non, mais elle me disait, je connais beaucoup de gens qui veulent aller la voir, et en fait, elle ne veut pas. Parce qu'elle n'a pas la place. Et du coup, prendre cette place-là, bah, c'est la place que prend pas quelqu'un d'autre, si tu veux. Du coup, il faut être conscient de ce truc-là, en tout cas. Il ne faut pas se dire, j'envoie un film à Sylvie ou à Saïd Ben Saïd, et ça va être lu. C'est pas vrai. Et du coup, après, moi, je pense qu'il faut commencer avec des gens de notre génération. Il faut naître avec son Moi, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Et en même temps, je dis ça et je suis à côté de Sylvie là. Oui, mais non, mais n'empêche que t'es mais je suis de la génération de Toufik et Christophe. Voilà, c'est ça. Mais oui, moi, je pense que c'est bien de naître de naître ensemble. Et après, ça n'empêche pas de rencontrer des gens après, de coproduire. Aujourd'hui, on coproduit beaucoup de films parce que comme c'est difficile, Puis moi, par exemple, quand je coproduis un film, ça me permet d'en faire un de plus. Quand je coproduis un film, même avec des Français, pour un film français. Tandis que toute seule, parce qu'il faut se partager. Puis on n'a pas non plus un open bar dans les guichets. Hein. Moi, je ne peux pas faire 5 films par an. Même si c'est 5 très bons scripts, même si c'est des gens que... Il y a un moment, ils décident que les films du Warsaw, ça peut en faire 3. Quoi, voilà. Enfin, donc, du coup, ou alors il faut prendre des films qui vont vraiment pas au même endroit. Enfin, c'est tout un calcul aussi. Hein. Pour nous, producteurs, de peut pas... Moi, je peux jamais dire j'ai ça, et puis ça te plaît pas, c'est pas grave, j'ai ça. Non. Je ne suis pas multicarte. Tu vois, moi, quand j'ai un film, je suis comme le taureau avec le chiffon rouge. Hein, j'y vais. Donc, le mec va me dire celui-là, je veux pas, mais celui-là, je le veux. Bah non. Si tu veux celui-là, tu prendras les deux. Mais... Moi, le seul conseil que je peux donner de ce côté-là, c'est ne pas proposer un film à quelqu'un qui s'en fout. Parce qu'en fait, il y a des gens qui s'en foutent et c'est pas pour autant qu'ils vont pas prendre le film. Ouais, c'est ça. Donc, bloquer le truc pour X temps. Et ça, il faut savoir un peu. Tu le sens au feeling. C'est vraiment assez. Pour raconter l'époque où je sors avec ce court-métrage qui a le Grand Prix à Clermont-Ferrand, le lendemain du Grand Prix, j'ai un appel de La Petite Reine, qui est une boîte de production tenue par Thomas Langman. Et moi, je suis là, genre... Et du coup, j'y vais au truc et tout, mais en fait, je sens bien que tout le monde s'en fout. C'est juste, c'est bien, c'est un truc de plus. C'est un truc de plus. Et en fait, moi, le problème, c'est que comme, heureusement, j'ai un truc de... J'ai besoin d'être aimé. Je sens que je suis pas aimé, je me dis, ça a l'air bien votre truc, mais c'est pas moi. Et du coup, il faut garder la tête froide sur ces choses-là, parce qu'en effet, on se dit, La Petite Reine, c'est super et tout, et en fait... Mais c'est vrai aussi que de temps en temps, on lit un truc qui arrive par mail, parce que ce matin-là, on le lit, et que ça peut aussi arriver quand même. Hein. Mais du coup, si vous avez fait un film, normalement, moi, je regarde le film, hein, plus que le texte que vous avez écrit, en fait. Je parle pour moi. Parce que c'est quand même un film que vous allez faire, hein, vous n'allez pas écrire un bouquin, donc si aller directement au long métrage sans avoir fait de court métrage, voilà. Après, il y a des gens qui ont fait des courts métrages mais qui ne les montrent pas et que souvent ils ont raison, et du coup, c'est pas ça non plus qui donne envie de faire le long métrage. Enfin voilà, faut qu'il soit quand même passé un petit peu quelque chose au moment des courts métrages. Voilà, alors vous n'avez pas fait forcément le film qui a gagné le prix à Clermont. D'ailleurs, il y a des films qui ont gagné le prix à Clermont qu'on n'a pas du tout envie de faire non plus. Mais je veux dire, oui, il se passe quand même quelque chose. Mais après, je trouve que c'est bien de vivre effectivement avec les gens qui découvrent tout ça en même temps que vous. Enfin, c'est la logique. Et puis, il y a une énergie quand on veut faire ça. Et cette énergie, elle se double quand on le fait avec quelqu'un qui est dans la même énergie. Nous, on n'est pas flappy, on est énergique. Mais enfin bon... on n'a pas le même temps, le même âge, le même... Mais j'avoue que moi, c'est vrai que mes trucs préférés, j'adore continuer à faire des films avec des gens avec qui je travaille depuis longtemps, mais franchement, faire des premiers films et faire des films étrangers, c'est dopant pour quelqu'un comme moi. Il y a ce côté sûrement un peu de vampirisme, c'est-à-dire qu'on attrape quelque chose d'une énergie qu'on a moins et d'un âge qu'on n'a plus. Merci. Bonjour, je m'appelle Calista Si, je suis sénégalaise, scénariste, et j'ai eu à avoir une expérience dans la coproduction. Alors ma question c'est pour Sylvie. Moi je suis dans l'autre monde, c'est-à-dire je suis dans la production des séries télévisées au Sénégal, et aujourd'hui ce que je me demande c'est que en tant que femme, parce que je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes expériences quand on est une femme. Mon problème, c'est que c'est avec les producteurs, c'est la vision. Parce qu'en général, c'est des hommes qui
qui détiennent les rênes. Et pour une femme, c'est assez difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se lancer dans l'autre côté, de l'autre côté, et se dire qu'on produit parce qu'on sait qu'il y aura toujours des problèmes de vision et qu'on se lance parce qu'on a besoin de cette liberté-là pour pouvoir faire ce qu'on aime faire, en fait? Bah, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a un peu un boulevard hein, pour ça, a priori. Dans les mots, en tout cas. Iris Bray, je crois, franchement, je pense qu'aujourd'hui, si on allume n'importe quelle radio et qu'on ouvre n'importe quel bouquin, elle est là demain, bah voilà, elle est là demain. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, qui est effectivement que nous sommes écrasés par la vision masculine depuis longtemps dans le cinéma et que pour s'en sortir. Après, bon, moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité en plus d'être une femme. Moi, j'ai pas beaucoup souffert, mais je me rends peut-être pas compte quand je souffre, moi, hein, c'est peut-être un défaut. Donc, j'avoue que j'ai pas eu la sensation, mais si ça se trouve, j'ai été très empêchée parce que j'étais une femme, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Ce qui est possible, c'est pas du tout quelque chose que... disons que c'est un peu comme le reste, ça m'arrête pas, quoi. Donc, du coup, j'ai l'impression que non. Mais je me rends bien compte... Bon, en fait, moi, grosso modo, si vous voulez, mon truc sur... Tant que là-haut, ça sera des hommes, il se passera rien, voilà. Donc, en dessous, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et pour l'instant, c'est encore beaucoup eux, et ils s'entendent très bien ensemble. Donc ça, voilà. C'est pas en signant des chartes, des machins, des trucs que ça va changer. D'ailleurs, c'est beaucoup de chartes pour mettre des femmes en dessous, mais très peu pour mettre des femmes au-dessus. C'est-à-dire, bon, ceux du dessus signent les chartes pour que les femmes, il y en ait partout. Donc ça prendra le temps. Moi, je suis pour... je pense qu'on n'est pas très loin. Je pense que... Voilà. Mais... aujourd'hui, je pense quand même que justement, en arrivant avec cette vision féminine, etc., comme il y a quand même un élan, il y a quand même pas mal de chances pour que vous n'ayez pas un obstacle démentiel. Comment dire? Moi, je pense que quand le projet est bon, je pense que nous, en plus, femmes, on sait quand même, dans la bagarre, dans tout ça, être quand même assez tenace. Et après, bah, forcément, votre vision, bah, elle prendra... moi, j'ai du mal à mettre les femmes contre les hommes, etc. J'ai une génération où on avait beaucoup emmené les hommes... on a rendu beaucoup d'hommes féministes de mon temps. Bon, aujourd'hui... Ils sont toujours là, hein, mais enfin, je ne le vois pas comme ça, mais bah, surtout en Afrique, en plus, enfin, moi, comment dire, en France, il y a beaucoup Orange qui s'intéressent à l'Afrique, j'imagine que vous le savez, hein, puisqu'ils produisent quasiment toutes les séries là-bas. Mais bah, je pense qu'il est grand temps, surtout que l'Afrique prenne en main ce qu'ils ont... leur propre production pour leur propre public. Enfin, c'est surtout ça. C'est pour ça que quand j'entends que c'est encore Orange qui s'en occupe beaucoup, je me dis quand même, merde, ça pourrait se passer tout là-bas, surtout. Voilà, mais après, faut y aller, moi je dis, hein, faut y aller, mais je veux dire, vous trouverez de la copro en France pour faire des séries en Afrique. Parce que ça dépend dans quelle langue vous tournez. C'est-à-dire que si vous tournez en français, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution pour vous. Hein. Mais du coup, il y a vraiment de l'argent qui peut venir de la France et qui sera forcément... Je pense que moi, Timbuktu, ça a été un film, par exemple, qui m'a emmené... j'avais jamais... Moi, il n'y a que les films qui peuvent me faire voyager. Je ne voyage pas du tout, sinon. Et c'est vrai que, du coup, voilà, on découvre des choses en faisant de la production qui sont assez incroyables. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, à part faites ce que vous voulez faire et il faut y aller, quoi. Mais bien sûr que la vision de la femme, il y en a besoin. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Je ne suis pas toujours sûre que ce soit les femmes qui donnent la bonne vision de la femme, mais on n'est quand même pas trop mal placé. Ouais. Au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, moi je viens d'être genre jury dans, on va dire, l'équivalent du CNC colombien. Et en fait, la question se pose beaucoup d'essayer d'être dans une parité, d'essayer d'être en tout cas, la question se pose dans le jury de est-ce qu'on privilégie les films de femmes ou pas. Donc il faut en profiter parce que j'espère que ça va durer. Moi, je ne suis pas sûr. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est le moment d'enfoncer, genre de passer la porte, en fait. Vraiment. Et ça changera sans doute les choses comme ça. Mais voilà. C'est un moment en or, à mon avis, pour les femmes. Autre question ou remarque, peut-être sur la dernière sous Bonjour. Tout à l'heure, vous critiquiez beaucoup les scénarios.
les scénarios des films français qui étaient pour la plupart très mal écrits. Est-ce que vous pensez que c'est mieux dans... Est-ce que c'est un problème de financement parce que les gens n'ont pas assez de temps pour écrire? Et est-ce que c'est mieux dans les séries télé où là, justement, il y a des groupes de scénaristes et avec plus de temps pour travailler? Est-ce que vous parlez des séries télé françaises? Oui, là, enfin certaines, pas toutes. De mon point de vue, moi, pas du tout. Moi, je pense que les séries télé, pour la plupart, sont très mal écrites. Très, très mal écrites. Et bien pire que le cinéma. Et il y a une espèce de mode, mais de mirage, selon lequel les séries sont bien écrites et les films sont mal écrits. Moi, je le lis partout et je suis là, je ne vois pas de quoi vous parlez. J'essaye de voir les séries dont tout le monde me parle et j'arrête au bout de 10 minutes parce que je ne peux pas. Et non, moi, je crois sincèrement pas. Je pense que c'est un système... En effet, le travail en groupe, le travail à l'américaine, il y a quelque chose de ça qui peut être très intéressant. Mais c'est pas parce qu'on fait semblant de faire ça que ça marche. Voilà. Et en France, si, il y a peut-être des séries qui fonctionnent, mais moi l'autre jour j'ai essayé de regarder un truc avec Cadmerade, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Et je savais pas ce que c'était, je suis tombé et j'avais envie de rigoler du début. Vraiment. Il y a quelque chose où on se dit, ah oui, ça c'est comme une série bien financée, il y a Cadmerade, il y a tout un tas d'acteurs, tout le monde se dit que c'est bien, on va faire semblant que ça va. Voilà. Donc moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'on va dans le mauvais sens, moi, si vous me demandez. Moi, je suis pour le développement et pour un long temps d'écriture, le temps qu'il faut en tout cas. Et mais dans des conditions assez précises. Hein. Moi, je suis très longtemps sur un traitement. Il n'y aura jamais de V22 chez moi. Moi, je reçois parfois des scénarios V22. Je dis, ne mettez pas que ça fait 22 fois pour redire cette merde. Ne mettez jamais le numéro de la version quand vous envoyez en pensant que c'est fini. Mais par contre, sur le traitement, oui. Enfin, tout ce qui fait qu'on a encore, qu'on voit le film. Après, il y a des gens, par exemple, si on prend, moi, dans les gens que j'ai produits, Guy Rodi, qui écrit remarquablement du cinéma. Bon, là, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Hein. Je ne vais pas lui dire, tu fais d'abord un traitement, tu fais ça. On attend, puis quand on lit. Et après, des gens qui sont très très laborieux et voire même qui n'écrivent pas une ligne de leur film, mais qui l'écrivent qu'en collaboration. Mais moi, je paye bien voilà. Donc après, il y a des gens qui payent pas l'écriture, qui fait que les gens, du coup, c'est pas que les gens doivent passer plus de temps sur leur film, c'est surtout qu'ils doivent passer votre temps que sur votre film. Et pas 4 films en même temps, mal payés, ou je sais pas comment ils arrivent même à jongler dans leur tête. Je pense qu'on peut écrire 2 films en même temps, oui. Mais je veux dire, par contre, 3, 4, et pour des clopinettes, enfin, je veux dire, c'est sûr qu'il y a un moment... mais après, sur les séries, oui, je pense qu'il y a des séries anglo-saxonnes très bien écrites. Après, les séries françaises, je suis un peu... Moi, j'ai bien aimé Baron Noir, en tous les cas, la première saison. J'attendais tellement rien que j'ai été surprise. Ça m'arrive souvent en bien, du coup, j'aime bien. Mais plus au niveau du jeu que du script et tout ça. Enfin, on sent que c'est bien renseigné, quoi. Mais on n'est pas bon en dialogue, en fait, en France. C'est vraiment... En fait, on a l'impression souvent que les gens n'ont jamais entendu quelqu'un de normal parler, quoi. Donc, du coup, on a des dialogues, mais on se dit, mais qui parle comme ça? Enfin, il n'y a rien dedans. Alors que vous vous mettez à n'importe quel bistrot, vous écoutez ce qui se dit à côté, n'importe où. Je veux dire, il y a quelque chose et nous, on n'y arrive pas, donc c'est compliqué. Les dialogues, c'est encore autre chose, quoi. Mais vraiment. Mais on peut être un très bon scénariste, c'est pas savoir dialoguer. Revenir un peu au sens commun, en fait. C'est que l'histoire marche et que les dialogues et que ça ressemble un peu à ce qu'on écoute au bistrot et pas. En fait, c'est compliqué à faire, mais en fait, on peut pas perdre ce sens commun. C'est genre quand on commence à raconter l'histoire à quelqu'un et que personne comprend. Moi, je dis toujours ça. C'est genre, il faut que ma tante, qui n'a rien à voir avec le cinéma, elle s'intéresse un minimum au truc, ou que mon pote qui n'a rien à voir avec le cinéma et qui fait du commerce, et qu'on soit en train de boire une bière. Et c'est bien, je pense, d'avoir des amis qui font pas du cinéma quand on fait du cinéma. Moi, mes amis, ils s'en foutent royalement. Ils m'accompagnent dans mes avant-premières et mes trucs, parce qu'on est amis. Mais ils sont là, genre, ouais, ton truc, c'est bien, c'est super. Mais si c'est pas bien, ils disent, c'est nul. Hein. Mais c'est bien d'avoir des amis qui te disent, c'est nul. Et je pense que, sincèrement, en tout cas, à Paris, dans ce petit milieu un peu féministe,
que je connais aussi très bien, bah, les gens ils te disent jamais c'est nul. Hein. Alors, vous levez la main. Oui. Dans un premier temps. Merci. Justement sur le développement, pardon, c'est une période tellement où le réalisateur il s'expose avec toute sa fragilité et s'il y en a de l'admiration pour son producteur et où le producteur il a aussi un envie de film. Comment fait-on pour dessiner cette frontière et que le film reste celui que le réalisateur voulait, de ne pas prendre en otage le réalisateur? Voilà. Ah bah là, vous me parlez chinois, moi, donc je ne sais pas. Hein, moi, j'essaie de développer le film qui m'a été amené. Hein. Sinon, voilà, peut-être après un long moment de travail en commun et de plusieurs films, vous pouvez donner une idée, mais qui deviendra la sienne. De toute façon, si vous lui donnez, c'est parce que vous pensez que ça peut l'intéresser, ou un livre, ou quelque chose. Mais sinon, moi, je veux dire, le développement, c'est le développement. Après, c'est... moi, c'est un peu pareil. Hein. Je peux être très, très présente à l'écriture si on me sollicite, ou je lis quand on me demande. Hein. Enfin, j'ai pas de... Et je me sens pas usée parce que j'ai lu beaucoup. C'est juste que de temps en temps, justement, après ce fameux traitement, faut sauter quelques versions pour ne pas avoir de fausses impressions qu'on s'est amélioré, alors qu'en fait, c'est juste un peu... Quand quelque chose... Parce que ce qui est très troublant quand on écrit, c'est... Ça va pas. Telle séquence, tel ceci, tel cela, tel passage. C'est mauvais. Ok, donc, on revient. Ah, c'est mieux. Mais mieux que mauvais, c'est pas forcément bon. C'est ça, le truc. Et après, on s'y fait. C'est comme au montage. C'est pas bon, c'est mieux. C'est mieux. Mais c'est pas. Et à l'arrivée, il y a quelqu'un qui va vous dire putain, cette scène, c'est pas possible. Et en fait, elle est toujours pas possible. En fait, c'est mieux, mais mieux que pas bien. Donc c'est tout ce moment-là qui est un peu délicat. Mais sinon, le film à la télé, souvent les gens qui ont écrit quelque chose, comme ils vendent 3 pages, qu'on leur commande ou pas. Souvent ils se font manger l'idée première par des allers-retours avec la chaîne de télévision. Mais nous, on n'est que entre nous à ce moment-là. On n'a pas un financier qui vient nous dire comment il faudrait écrire, puisqu'on va lui emmener qu'une fois qu'on a écrit. Ce qui ne veut pas dire que j'écoute pas les gens après, mais disons que eux, d'un seul coup, ils ont un œil neuf et donc voient des choses qu'on n'est plus capable de voir. Ça, c'est au mieux. Après, parfois, ça ne leur fait pas, ça ne fait pas point. Mais je veux dire, je trouve qu'au moment du développement, on est vraiment ensemble, donc il n'y a pas de lutte pour savoir qui fait le film de qui. Enfin, je veux dire, franchement. Mais après, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus, comment dire. Oui, mais c'est les gens qui veulent voir dans un film ce qui n'est pas là, et dans un auteur ce qui n'est pas là. Il faut aussi un peu. En fait, c'est encore une fois, on écrit un scénario, et dans un scénario, même s'il n'est pas là, on met des choses qu'on n'ose souvent pas tout à fait. On n'ose pas y aller, mais c'est déjà l'amorce est là. Et je pense que souvent les bons producteurs, ce qu'ils font, c'est ils vont chercher quelque chose qui est déjà là et te dire mais pourquoi tu fais pas ça plutôt que ça. Mais ils partent de ce que tu leur as déjà proposé. S'ils viennent te dire, moi ça m'est arrivé avec un producteur, d'ailleurs un grand producteur chilien qui m'a dit pourquoi tu mets pas une histoire de sida dans ton film. Et j'étais là genre mais je comprends pas de quoi tu me parles. C'est genre où est-ce que tu vois que j'ai envie de mettre du sida dans ce film. Et c'est un grand producteur, hein. C'est pas genre c'est un mec, il a un Oscar, tu vois. Et en fait lui, il avait envie de voir un truc avec du sida, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Donc c'est juste pas proposer une histoire de sida à quelqu'un qui n'a pas du tout envie de mettre du sida dans son film. Non mais c'est pas. Moi je trouve pas ça très compliqué en fait, comme savoir que tu travailles avec quelqu'un et que tu peux pas l'emmener à un endroit où il veut pas aller. Et tu ne pourras pas l'emmener de toute façon. Même si tu essayes de l'emmener, il n'ira pas. Et du coup, sur le chemin, ça va être atroce. Ou à l'arrivée. Mais en tout cas, emmener les gens où ils peuvent aller. Et justement, je pense que les réalisateurs, on a des limites. On a une limite. Genre, moi, aujourd'hui, je peux aller là. Peut-être le prochain film, je peux arriver là. Et le producteur, il essaye de t'emmener le plus loin possible. Mais dans ton sens. Si tu t'emmènes dans un autre sens, il n'est pas bon. Disons que nous allons prendre une dernière question et vous leviez la main. Oui. Effectivement, merci. Moi, j'avais plusieurs réflexions par rapport à ce que vous avez dit. Donc, pour revenir par rapport à tout à l'heure, est-ce qu'en France, on est vraiment mauvais en scénario ou est-ce que souvent, on fait reposer tous les films sur le scénario au détriment de la mise en scène? Et là j'ai encore des...
Non, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui se foutent totalement de la mise en scène. Mais que quand vous dites à quelqu'un c'est quoi la différence entre un grand film, les gens qui posent naïvement la question entre un grand film et c'est la mise en scène, mais les gens ne voient pas ce que c'est. Donc, mais est-ce que les films ne sont pas trop parlants en France? Moi, c'est la réflexion que je me fais en tant que spectatrice. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Si, c'est très bavard, oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'un film bavard est un mauvais film? Parce que si c'est le cas, mon film, il est nul. Non, ça dépend. Mais nul. Et les films de Woody Allen, ils sont nuls. Mais ils l'ont pas encore vu. Non, j'entends, mais en fait, c'est intéressant parce que moi je me tape en ce moment quelques critiques. On a plutôt une très bonne presse sur mon film. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de mise en scène. Parce qu'en fait, je fais des chants contre chants. Et en fait, à partir du moment où on fait un chant contre chant, c'est genre, il n'y a pas de mise en scène. Il a fait un chant contre chant. C'est interdit. Moi, je suis là, genre, ouais, c'est ça la mise en scène pour vous, les gars. D'accord. Maintenant, la prochaine fois, je vais faire un plan comme ça. Et du coup, j'aurais fait de la mise en scène. Et en fait, c'est pareil. Si un film doit parler, qu'il parle. Il faut que ça soit justifié. Oui, mais il faut qu'il doive parler, le film. C'est ça, il ne faut pas qu'il parle pour parler. Il ne faut pas parler pour parler, il ne faut pas raconter les scènes pour les raconter. Mais si un film doit parler... Genre, mais je pense qu'à Woody Allen, on a dû lui reprocher pendant longtemps. Après, c'est son style. C'est ce qu'on appelle un cliché, là encore, où dès qu'on entend parler de Woody Allen, on pense à film bavard, justement. C'est ce qui lui est associé. Oui, Eric Romer. À Cassavetes, ça parle beaucoup. Hein. Mais il y avait d'autres questions. Non, mais moi, j'avais des autres réflexions. Oui, j'ai noté pour pas oublier. Alors, vous disiez qu'il y avait pas mal de films bancals et tout en France et tout. Quand on sait la croix et la bannière que c'est pour un auteur de faire un film, comment expliquer de tels films soient produits et diffusés? Ça, c'est bien, c'est important. Parce que un film existe dès qu'il existe déjà, financé, pas financé, produit, à peine produit, diffusé. Alors là déjà on arrive diffusé. Il y a beaucoup de films qui sortent dans une salle, 3 salles. Voilà, il y a quand même 280 ou 300 films agréés par an en France. Donc, dont je sais pas, peut-être 100 dont vous avez vaguement entendu parler, disons 30 beaucoup entendu parler, 100 peut-être un peu entendu parler, et puis 180 dont vous n'entendrez pas parler, mais qui sont quand même existants. Donc ça, après, parce qu'il y a beaucoup d'éparpillement, d'émiettement de financement, et qui, pour certains, suffisent à tout. Voilà. Après, il y a des films qui ont coûté très peu, qui sont des chefs-d'œuvre, et des films qui ont coûté beaucoup, qui sont pas. Voilà. Après, c'est sur une longueur qu'on voit si les gens ont du talent ou pas. Il y a beaucoup de premiers films, beaucoup, beaucoup moins de deuxième, encore moins de troisième, etc., etc. Mais des films qui partent en production bancale, tous les gens, si vous voulez, quand vous montez une société de production. Ça coûte un peu d'argent, le loyer, tout petit peu se payer. Bref, ça coûte vite un peu d'argent. Et donc, les gens, il faut qu'ils produisent. C'est-à-dire que ils pensent qu'ils vont perdre moins d'argent en faisant le film à tout prix que de ne pas le faire. Et bon, ça donne des films très bancals, effectivement, mais... Voilà, on peut pas. Enfin, moi, je juge pas. Hein, je constate juste au bout d'un moment qu'effectivement, souvent des films sont mis dans le même sac alors qu'ils ne devraient pas être dans le même sac. Bon, c'est comme ça. Mais voilà, c'est rare de commencer flamboyant. Hein, mais justement, je pense qu'un producteur, il doit essayer d'emmener, y compris un premier film, au plus loin. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc, beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est le fameux dicton, hein, c'est de l'argent. Pas forcément beaucoup, mais suffisamment. Puis pour se dire aussi qu'on peut arrêter. On peut arrêter des projets. Voilà. Et quand même garder le metteur en scène et se diriger vers autre chose quand on sent que ça ne vient pas. Pas parce que personne n'a voulu le financer, parce qu'on le sent soi-même quand ça ne va pas. Quand on voit qu'on n'y arrive pas, que le script n'arrive pas à sortir. Je ne parle pas d'un excellent script, simplement d'une histoire, en fait. Donc, c'est très rare de lire une bonne histoire. C'était pas une question. Que le problème ne devienne pas, en fait, en réalité, c'est ça. Moi, je sais que je l'ai beaucoup appris avec toi, mais je l'avais quelque part dans ma tête, mais c'est plus clair avec quelqu'un comme Sylvie. C'est genre, le problème, c'est pas qu'on arrive à financer le film ou pas, en fait.
C'est pas qu'on arrive à le faire ou pas. C'est est-ce que ça a un intérêt de le faire. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes producteurs, notamment, mais par ce que tu viens de dire, et de jeunes metteurs en scène qui se disent il faut le faire à tout prix. Et moi, je pense aujourd'hui que quand tu fais le film à tout prix, bah, ça se voit. Et les gens s'en rendent compte quand même. Et ça t'aide pas à faire un film après. Et du coup, on revient un peu à cette idée de... C'est ce que je disais avant, mais c'est un cercle vicieux. Il ne faut pas faire le film à tout prix. Il faut faire le film qu'il faut faire à tout prix. Mais ça, c'est important, je crois. Et donc, juste vite fait la petite réflexion, moi j'étais comme vous pour les séries télé, et récemment j'en ai vu une justement qui était bien écrite, bien réalisée, et de Nadège Loiseau, j'ai oublié voilà, et je crois que vous la produisez. Donc, on a coproduit, c'est là pour le coup, toujours avec Christophe Etoufik, qui avait fait son premier court-métrage, qui après l'a allongé en long-métrage, qui s'appelait Le Petit Locataire. Et là, elle a fait une série, effectivement, et je ne sais plus sur le titre d'ailleurs, elle a gagné le prix. Voilà. Et là, elle est en train de monter son deuxième long-métrage. Voilà. Mais c'est vrai que Nadège, voilà. Nadège, elle est du Nord, hein, elle a fait de la pub et tout ça, mais elle est du Nord et elle sait faire parler elle sait créer des dialogues. Enfin, je veux dire, franchement, elle a ce truc que les gens, quand ils parlent, il y a tout ce que vous aimez, mais que vous pouvez entendre autour de vous, mais que voilà, quand c'est dans la bonne bouche au cinéma, c'est un talent que peu de gens ont. Voilà. Alors, monsieur, pour l'ultime question. Alors pour l'ultime question, est-ce que le nerf de la guerre, c'est pas la distribution, la volonté d'un distributeur d'accepter de dire ce film-là, le thème, ça m'intéresse, et donc, ok, au producteur, développez-le, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais, pour beaucoup de films, très en amont chez le distributeur, avec un traitement avant d'avoir les versions dialoguées. Parce que je trouve que ce partenaire-là, qui est effectivement celui qui emmènera votre film au public, c'est quelqu'un qui va lire beaucoup moins de versions que moi, mais qui va avoir un œil jusqu'au bout de l'écriture. En général, il va lire un traitement sur lequel il va dire OK. Et donc, on va... J'ai même pas besoin de dire on va co-développer, ça se trouve, il finance pas le développement, mais au moins, je suis sûr qu'il est là, il prend le film. Voilà. À ce stade-là, ce qui est quand même très en amont. Et c'est vrai que quand lui va lire, quand moi je suis enfin contente, il va encore trouver des choses que moi je ne vois plus. Exactement comme quand on lui montre le film, en général très tard au montage, il vient, souvent ça fait un peu mal parce que nous on pense qu'on est, voilà, on n'a plus rien à dire, et en général il appuie sur le furoncle de l'endroit où ça ne se passe pas bien. Enfin, pour moi c'est un partenaire indispensable, mais après on ne l'a pas aussitôt sur tous les films, mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, le distributeur, ça c'est sûr. Le distributeur d'une mère incroyable, c'est Ad Vitam. On rappelle qu'une mère incroyable, vous pourrez le voir en avant-première ce soir à 20h30. Vous devez maintenant le voir après la discussion qu'il y a eu. Au TNB. Au TNB, tout à fait, donc non loin d'ici. Et juste avant de se dire au revoir... Et en salle mercredi pour ceux qui... Et en salle mercredi. Moi, j'aurais juste une petite question à vous poser, vous y répondez ou pas. Franco, c'est peut-être un petit peu prématuré. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Parce qu'il y a déjà un projet de film. Moi, sur rien. Sylvie, pareil. Moi, c'est ça, c'est facile, hein, rien. Je travaille sur rien. Ok. Sauf le scénario qu'on a commencé avec celui-là. Sauf le truc des Bretons qui vont en Colombie. C'est un trafic de pour vendre. entre la Bretagne et la Colombie. Il n'y a que ça. J'ai que ça. Ouais, voilà, sauf que cette année, il a fait un film, et que le dernier jour de tournage, il a fait un enfant, donc, qui est né le dernier jour. Après, une semaine après la fin du tournage. Du coup, donc, il n'y a pas de projet, ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et mes projets à moi. Oui. Donc, le film de Franco qui sort mercredi. Et après ça, je pars à Berlin avec le prochain film de Caravane de l'Épine, avec Blanche Gardin, Corinne Maziero et Denis Podalides, qui sortira le 22 avril et qui s'appelle Effacer l'historique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Olivier, Franco.
Merci beaucoup à vous pour votre présence et vos questions.